Alors, bonjour à tous, bonjour, voilà, et merci déjà pour votre participation à notre Cyber Wednesday, notre événement qui a lieu pratiquement tous les mercredis. Et aujourd'hui, notre thématique, nous sommes avec Gatewatcher et notre thème, c'est compte tenu de l'évolution des menaces le NDR s'impose aujourd'hui comme un pilier essentiel au sein d'un SOC. Alors, donc, pour ce thème, nous sommes en présence de deux intervenants, pour ne pas dire une personne directement. Donc, on a Camille qui est le directeur Africa chez Gatewatcher. On a aussi Pierre Hilo qui est Product Manager chez Gatewatcher. Donc, deux experts au niveau de Gatewatcher qui seront là, qui auront l'occasion de nous entretenir sur ce thème. On a aussi Roméo Conan qui est le responsable en charge de Gatewatcher ici à Hightech. Et on a Arnaud aussi qui est au niveau du marketing et moi-même, bien sûr, voilà, qui essaie de modérateur. Alors, donc, on aura l'occasion voilà, de voir en long et en large le NDR aujourd'hui avec Pierre qui va nous expliquer et on aura aussi l'occasion de poser des questions. Donc, pour la série des questions-réponses, on aura 30 minutes ou 20 minutes à la fin et on vous donnera l'occasion de poser des questions. N'hésitez pas, si vous avez une question, soit à écrire directement dans le chat ou à écrire quelque part et on vous donnera la permission de pouvoir poser directement votre question pour que Pierre puisse déjà essayer de répondre à toutes vos différentes questions. Donc, ne pas l'oublier, vous pouvez la mentionner dans le chat ou bien vous pouvez juste lever la main et puis on pourra vous donner l'autorisation de parler. Donc, n'hésitez pas, nous sommes là pour vraiment apprendre le cours de ce Cyber NSD qui est vraiment un temps où on dédie par rapport aux solutions en cybersécurité. Et aujourd'hui, on parlera spécifiquement de NIR avec Gatewatcher. Donc, merci et d'être à l'écoute et je vais passer la parole à Pierre. Merci beaucoup. Merci et bonjour à tous. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, Pierre Guillot, donc effectivement, je suis responsable du product management chez GetWatcher, ce qui fait, enfin moi, un pivot en fait entre nos forces de vente, que ce soit sales, pre-sales au niveau France et puis au niveau monde, et puis nos capacités, nos forces de développement pour piloter toute l'innovation de nos produits qu'on va revoir rapidement par la suite. Et puis un troisième pilier qui est l'innovation, l'anticipation pour voir bah, vers où nous allons, je vais dire, chez GetWatcher sur nos différents produits à moyen long terme par rapport bah, à l'évolution des menaces, comme on évoquait, qui évolue beaucoup en permanence, et puis tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui en termes de détection sur la base de flux réseau. Donc ça, c'est pour ma part. Déjà, peut-être en introduction, c'est qui est GetWatcher? Euh, GetWatcher, donc c'est une entreprise éditrice de solutions de cybersécurité française, avec 100% des équipes de développement qui sont en France, et puis des forces commerciales et une capacité à adresser un marché mondial aujourd'hui avec des clients en Afrique, toute la zone Afrique, toute la partie Europe, Asie, notamment, où on a une forte présence. GetWatcher a été fondé en 2015. 2017, on obtenait notre première qualification de la part de l'ANSSI, donc qui est l'organe régulatoire en termes de cyber en France. Qualification qui implique finalement que nos solutions sont validées, testées, validées et certifiées, qualifiées, le terme exact, par un tiers de confiance. Donc, une solution, je veux dire, by design est validée secure, qualitative et capable donc d'être implémentée dans des environnements dits critiques, sensibles, hein, suivant les terminologies locales. Depuis, on a largement évolué, on était historiquement sur ces périmètres-là, et puis maintenant on est vraiment un éditeur global de Network Detection and Response. Donc, vraiment basé sur cette logique d'analyse des flux réseau sur des réseaux informatiques dans une optique d'améliorer les cyber-résiliences des entreprises. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Année 2020-2021, rachat d'une entreprise à l'époque qui s'appelait Last InfoSec, qui faisait de la CTI, donc de la Threat Intel. Donc on est venu compléter nos capacités de détection et de connaissance des menaces avec ces équipes-là, qui depuis ont largement été mergées
et, pour compléter donc nos détections, nos capacités de détection, comme je l'évoquais, et puis surtout arriver à une approche vraiment opérationnelle aujourd'hui de la CTI, avec des capacités de détection qui vont au-delà de ce qu'on faisait, je vais dire, ou qu'on fait tous finalement historiquement avec des SIEM, des EDR, etc., qui sont des capacités de détection que j'appellerais moi réactives, c'est-à-dire que la menace arrive, elle est détectée et on réagit, avec aujourd'hui de notre côté des capacités, j'en ferai un petit laïus là-dessus tout à l'heure, mais des capacités vraiment de proactivité de défense, notamment par rapport à l'identification de leaks de mails professionnels, etc. Donc ça, c'est nos deux piliers. Et puis, on va voir qu'on va commencer à évoluer aujourd'hui vers tout ce qui est thématique de la générative AI, donc l'IA générative avec la mise à disposition d'un cyberassistant. Voilà. Donc je vais revenir sur tous ces sujets-là, effectivement, pour vous démontrer qu'aujourd'hui, le NDR, donc une solution de Network Detection and Response, est un impératif, en fait, au sein d'un SOC aujourd'hui, en termes de solution de détection, pour plein de raisons que je vais détailler avec vous. Donc on va passer ça en revue. Comment c'est implémenté ou quelles sont les capacités de nos solutions côté GetWatcher, leurs spécificités. Et puis je passerai aussi en revue. Je vous montrerai rapidement nos interfaces, les outils, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça permet de faire. Et puis j'ai prévu également, historiquement, voilà, on a des gens chez nous qui sont plutôt compétents, mais aussi dans l'aspect offensif. Parce que si on veut défendre, il faut savoir aussi d'un certain côté attaquer à un moment donné. Donc on a l'habitude, nous, de passer en revue une vidéo, parce que je ne veux pas l'effet démo, je ne voulais pas le prendre ce risque-là avec vous, je voulais que ce soit qualitatif. Donc on a une vidéo qui fait une demi-heure, donc ça sera, je passerai certainement rapidement dessus. Mais l'objectif est bien de vous montrer euh, pourquoi, et d'appuyer mes propos préliminaires, théoriques, je vais dire, et vous montrer en quoi le NDR est réellement un pilier, et puis je ferai aussi des comparatifs, ou en tout cas une analyse aussi par rapport au reste de l'écosystème, parce que moi j'ai un passif chez un MSSP français, où je gérais des services managés d'EDR, toujours en termes de product, mais d'EDR, de firewall manager, etc. Donc j'ai aussi cette vision globale. Voilà un peu le programme de la journée, de la matinée. Alors, on va débuter tout simplement déjà, je vais revenir un peu sur nos services et nos solutions chez GetWatcher, qui sont à droite, qui vont d'étapes. Donc vraiment cette notion de collecte, de copie et de collecte des trafics qu'on va analyser chez nos clients. Des capacités sous la terminologie de Deep Visibility, de monter même sur des capacités de DPI, donc avoir vraiment une visibilité globale, pas que niveau 3 sur le réseau, mais aussi jusqu'au niveau applicatif et également de performance. Le NDR, donc comme je le disais, qui est notre cœur de métier historique, la détection sur ces flux, une fois qu'on les a copiés, on verra un peu comment les typologies d'architecture et les problématiques et les sujets liés à ça. Complété, comme je disais, par de la CTI, de la Threat Intel, issue de notre propre capacité de collecte de Threat Intel. Euh, Au travers soit de feeds, enfin qu'on fournit à nos clients au travers de feeds pour enrichir leur threat intel. Une plateforme basée sur OpenCTI dont on était à l'origine aussi partenaire quand la société s'est créée, avant de devenir aujourd'hui Finigram. Euh, une CTI qu'on a opérationnalisée aujourd'hui, c'est-à-dire que je vous ai dit en introduction hein, que j'allais en parler un petit peu aujourd'hui. Quand je dis opérationnaliser, c'est qu'à travers la CTI, il y a cette notion de la connaissance des menaces, quels sont les groupes, quels sont les TTP, quels sont les IOC, etc. Mais une fois qu'on a ça, très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et nous, on a travaillé dans un objectif de se dire qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on est capable de détecter ou qu'est-ce qu'on est capable d'anticiper. Et aujourd'hui, donc, on a je veux dire, une petite offre de services hein, qui s'appelle, enfin de services, un petit produit qui s'appelle Identity Intelligence, où finalement vous donnez juste le domaine à protéger, et puis on va aller vérifier dans toute la base de mails professionnels, donc qui ne sont pas des Gmail, des Hotmail ou des Yahoo Mail, etc., qu'on a pu collecter sur des fuites de données sur les plusieurs années passées. Et généralement, je vous garantis qu'on est quasiment aujourd'hui à 100% de hit quand on fait des vérifications par rapport à des domaines qui nous sont demandés ou des clients qui font des vérifications par rapport à leur domaine. Donc voilà, c'est ce que j'appelle aujourd'hui vraiment cette notion de l'opérationnalisation de la CTI. C'est aller au-delà de la connaissance, c'est vraiment fournir une capacité de
de prévention, de réaction proactive, parce que par rapport à ces mails qu'on identifie comme étant leakés sur un domaine en particulier, ben, tout de suite, derrière, les clients vont pouvoir bloquer le compte, activer le MFA s'il n'est pas activé, et notifier l'utilisateur, etc. Donc, et avant même que un acteur de la menace puisse exploiter en fait cette adresse mail pour s'introduire dans un réseau, que ce soit le réseau de l'entreprise ou même d'un tiers, hein. Les notions de supply chain et de partenariat, de collaboration entre entreprises, c'est aussi valable. Et puis le dernier volet, donc, qui est la partie GenAI, donc, qui en fait prend la forme d'un assistant cyber qui se déploie comme étant une extension, un plugin, enfin une extension, le terme exact est une extension sur votre navigateur, Chrome notamment, et puis avec lequel vous allez pouvoir chatter et intervenir à la fois sur nos propres solutions, mais également avec le reste de votre écosystème. C'est toute la particularité de notre approche qui est aujourd'hui unique sur le marché. Il n'y a pas d'autres assistants de ce type-là. On est avant-gardiste, ou en tout cas on est en avance de phase par rapport à pas mal d'annonces autour de la GenAI dans sa globalité, notamment autour des annonces type MCP qui ont été faites par Anthropic 25 novembre 2024, ce qui a été annoncé dernièrement par Google avec les modèles Agent to Agent. Voilà, ça c'est des choses qui chez nous sont déjà implémentées et implémentées de façon, je veux dire, à garantir l'intégrité, la contextualisation, donc la discussion, et puis le niveau de sécurité en termes d'autorisation et de droit pour éviter des actions destructives ou de la fuite de données, notamment avec ces outils. Donc c'est pas la CTI et puis la GenAI sont pas l'objet, le cœur du sujet aujourd'hui. Néanmoins, vous verrez ben, dans la démonstration à la fin, en fait, je vais faire la réponse directement avec, avec notre agent, enfin avec notre agent, notre assistant cyber, qui est basé donc sur un agent Sentinel-One notamment. Donc vous voyez, par la preuve par A plus B que quand je vous dis que c'est polyvalent et qu'on n'est pas uniquement centré sur nos propres solutions avec cet assistant cyber, c'est bien la réalité. Je demanderai à l'agent d'aller bloquer le endpoint en question. Voilà. Donc, voilà, un panel de six, un portfolio, comme on dit chez nous, de cinq produits, de la collecte à la visibilité, passant par la détection avec le NDR, la connaissance avec la CTI et l'assistance avec l'assistant GenAI que l'on propose. Et ces cinq produits, ben, finalement, vont pouvoir nous permettre d'adresser un large panel d'infrastructures suivant comment sont déployés nos clients ou quelles sont les infrastructures ou les clouds, les infrastructures data center private qui sont utilisées, etc. De façon très polyvalente, très hybride aussi. C'est-à-dire que si un client utilise et s'appuie aujourd'hui sur une infrastructure cloud qu'il aurait on-prem chez lui, et puis à compléter cette infrastructure avec des infrastructures plus orientées grand public, euh, c'est totalement possible et notre console de management va venir réconcilier l'ensemble des détections qui auront eu lieu sur tous ces périmètres-là. Donc une facilité, une flexibilité d'intégration et de couverture importante pour que finalement il n'y ait pas d'angle mort dans les détections. Ou alors, autre approche qu'on voit nous aussi pardon, certains de nos clients, c'est une capacité à venir euh, agrandir le périmètre de détection. C'est-à-dire que, comme je le disais, historiquement, on a un gros passif sur des infrastructures qui sont dites critiques, sensibles en France. Alors, c'est souvent des petites parties de SI, mais très vitales finalement pour le fonctionnement de l'activité. Et aujourd'hui, on est dans un modèle où on va pouvoir étendre notre protection. Et donc, un client qui sera monté en compétence avec nous sur nos produits va pouvoir, par l'ajout de points de collecte, pouvoir gagner en visibilité. D'où l'importance de cette flexibilité-là. Ensuite, ce qu'il est important de comprendre, c'est que bah, finalement, quand on parle de l'analyse de flux réseau, on voit l'intégralité des flux réseau. C'est-à-dire qu'on voit toutes les communications, suivant le point de capture bien évidemment, mais on va capturer les communications d'un utilisateur qui est connecté sur un ordinateur, qu'il soit portable ou fixe, qu'il soit en data center ou qu'il soit sur une succursale ou dans un headquarter d'entreprise. Et puis, bah, tout ça va échanger des données, va s'interconnecter ou va chercher à atteindre des serveurs pour accéder à de l'information, accéder à de l'applicatif métier, que ce soit du cloud. Et puis aujourd'hui, on est même allé plus loin avec la couverture également de tout ce qui est donc l'OT, le volet industriel, parce qu'aujourd'hui, ben, il s'avère qu'avec la convergence IT-OT, donc entre les deux mondes,
historiquement. Maintenant, aujourd'hui, si je voulais être très provocateur, je pourrais dire que c'est la même chose. Il y a toujours un distinguo de vocabulaire, un existant, un legacy qui est fait, mais un protocole DNP3, Modbus, qui sont des plus standards aujourd'hui, sont des protocoles qu'on est capable d'analyser, au même titre que des protocoles un petit peu plus spécifiques, type OPCUA, qui sont pas du tout standards, des protocoles type S7COM. Donc globalement, ces deux protocoles nous permettent de couvrir aujourd'hui tout ce qui va être produit industriel sur la base de technologies de Schneider et de Siemens. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on estime à peu près qu'avec ces deux protocoles-là, on est capable de couvrir plus de 50 fournisseurs d'équipements industriels. Donc vous voyez qu'il ne faut pas non plus multiplier les protocoles. Déjà, avec deux, on arrive à aller très loin. Et puis, historiquement aussi, on est très très présent sur le volet médical. On a beaucoup de protection d'hôpitaux, notamment en France comme à l'étranger. Et là, on intervient sur des... Alors, j'aime pas parler de protocole parce que dans la définition protocole, c'est DICOM n'est pas totalement un protocole, mais c'est DICOM, en fait, le partage de fichiers, enfin, la capture, la transmission et le partage d'informations d'imagerie médicale. Donc c'est le même qu'utilisé pour tout ce qui va être IRM, radiologie dans un hôpital, et puis tout ce qui va être aussi utilisé pour la partie vétérinaire, animalerie, etc. Donc, et là-dessus, on est assez avancé, voire très très avancé, parce que, comme je vous disais, on a des capacités, en tout cas on a des connaissances offensives, et on a un collègue qui, sur ce volet-là, on était très challengé par nos clients, et on a été jusqu'à même identifier des vulnérabilités, utiliser la GenAI pour nous générer et nous créer un malware qui était capable d'exploiter ces failles-là. Et on a montré comment nous, de l'autre côté, on était capable de les détecter. Donc voilà. Aujourd'hui, à NDR, gardez aussi absolument en tête hein, que historiquement, il y a une grosse appétence sur les réseaux IT parce que c'est certainement le plus gros du morceau, mais de par la convergence IT-OT, il y a un plus grand panel, en tout cas un plus grand périmètre qu'il est possible d'analyser et de détecter. Pour une simple et bonne raison, je vais résumer ça comme ça. Aujourd'hui, votre outil est piloté par des machines IT, avec potentiellement aussi des infrastructures qui sont dans les clouds de vos fournisseurs ou des industriels, pour des questions d'industrie 4.0, etc. Donc tout ça, on va être capable de le faire avec le NDR, avec les mêmes capacités adaptées, mais en tout cas avec le même état d'esprit d'analyse des protocoles. Et puis, on va également venir travailler sur tout ce qui est connexion B2B, c'est-à-dire tout ce qui est, en tout cas en France, et en Europe avec les directives NIS 2, c'est l'un des gros sujets aussi aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller au-delà de l'entreprise que l'on protège, c'est d'être capable d'identifier toute menace qui pourrait venir d'un tiers. Donc un partenaire business avec lequel les systèmes sont interconnectés et éviter donc la propagation de tiers en tiers en fait d'une menace. Et puis enfin, les outils de sécurité, c'est surtout dans le volet intégration. Intégration, pourquoi? Parce que, bon, on a beau avoir intitulé ce webinaire-là en disant le NDR est un indispensable, une obligation dans un SOC, on est bien conscient que il ne peut pas être le seul équipement ou la seule solution de sécurité implémentée aujourd'hui ne serait-ce que par le legacy, l'historique qu'on voit tous chez nos clients et que vous avez potentiellement tous travaillé, les firewalls, etc., les antivirus, et puis avec tout ce qui est nouvelle génération de firewall, tout ce qui va être le SASI, tout ce qui va être les EDR, etc., etc., etc. Le NDR doit vivre avec son écosystème, doit s'intégrer avec son écosystème. Voilà. Donc ça, c'est important de garder ça aussi en tête, notamment, bien sûr, pour le volet réponse, qu'on verra plus tard. Alors, nous, on aime bien revenir, on appelle ça le back to basic chez nous. C'est surtout pour rappeler à tout le monde que finalement, une cyberattaque, c'est très simple, c'est redoutable et c'est très rapide. On a schématisé ici une attaque des plus standards que potentiellement, alors je ne vous le souhaite pas, mais qui va représenter beaucoup de cas d'attaque qu'on voit aujourd'hui et qui sera grosso modo, à quelques petites nuances près, le même déroulé que sur la démo que je ferai par la suite. Donc vous avez ici l'attaquant.
et la cible de l'autre côté. L'attaquant va toujours chercher d'abord avoir une première phase de reconnaissance pour préparer son arsenal. Donc ça veut dire essayer de savoir un petit peu quelles sont les applications, quelles sont les portes ouvertes, je vais m'exprimer ainsi, du réseau qu'il cherche à introduire. Euh, le grand classique, un mail de phishing, on va aller lui envoyer un mail bien fait, avec le bon vocabulaire, un bon petit lien à cliquer, un intérêt important. Nous, on l'a vu, ça a été, j'en discutais pas plus tard qu'hier avec un contact là-bas. Je ne sais pas si vous avez entendu tous les sujets autour de la Nouvelle-Calédonie avec la France. Bah, toutes les émeutes pendant cette période-là, il y a eu une mise sous projecteur de la Nouvelle-Calédonie. Bah, le volume de phishing a évolué, a augmenté d'un certain côté. Et puis bah, après, c'est malheureusement le clic. Et le clic, en fait, sur ce phishing, va faire qu'on va passer vraiment dans un mode exploitation. Donc exploitation, ça veut dire vraiment intrusion, mise en place de la backdoor, en fait, sur la cible, qui va prendre deux formes. Déjà, la flèche noire qui redescend vers Internet désigne finalement le fait que bah, la personne va penser aller chercher, enfin en tout cas va être redirigée vers un service légitime, totalement légitime, qu'elle va penser être en train de naviguer dessus pour aller chercher l'information qui l'intéressait au regard du contenu du mail. Et puis, en fait, en shadow, sans que ça soit visible, finalement, il y a une deuxième exécution de code, en fait, malicieuse, qui va, moi, en tant qu'attaquant, si je prends cette casquette-là, je vais le réorienter vers, alors c'est pas un CD au sens propre, mais en tout cas un espace de stockage qui m'est propre sur lequel ben, finalement je stocke mes malwares, mes exploits, mes toolkits, etc. pour derrière finalement avoir la capacité depuis cet espace de stockage qui m'est propre, uploader et installer sur ma cible mon code malicieux pour finalement pouvoir établir mon canal de communication, généralement chiffré, offusqué. Maintenant, sur de l'HTTPS, je vais faire du tunneling, etc. Ça ne sera pas un problème. Mais globalement, je vais ouvrir un tunnel entre, je veux dire, ma machine d'attaque et ma cible pour pouvoir installer finalement ma persistance et garder l'accès sur cette machine-là si elle venait à redémarrer ou à se déplacer dans l'entreprise ou aller en remote, etc. Et puis une fois que j'ai fait ça, je vais aller explorer cette machine-là, ma cible. Et puis je vais trouver un petit fichier intéressant qui me paraît plutôt pas mal parce que soit il y a déjà de l'information sensible à l'intérieur, j'ai des données clients, j'ai des données utilisateurs, etc. Donc j'ai déjà commencé une collecte et une exfiltration d'un certain côté. Mais je suis plus vicieux. Moi, je suis bien plus vicieux parce que là, je me suis infiltré que sur une seule machine. J'ai une machine d'un endpoint, donc j'ai un collaborateur. Bon, mais je sais que j'ai pas tout. Par contre, ce fichier-là, eh ben, je vais m'en servir comme d'un leurre, en fait. Et c'est-à-dire que je vais le piéger et je vais le renvoyer à l'utilisateur dans l'espoir, voire même à travers mon tunnel chiffré, on le verra tout à l'heure, pour l'exécuter et pouvoir lancer en fait finalement un mouvement latéral. Un mouvement latéral qui va finalement, ma première cible va me servir de proxy au sein de l'entreprise pour aller découvrir tout ce qu'il y a sur l'entreprise. Les autres machines que je pourrais utiliser comme cible. Donc je vais spreader et puis plutôt que d'avoir un point d'entrée, je vais en avoir 10, 15, 20, 50. Des fois qu'il y en a un qui tombe, je vais pouvoir récupérer une porte d'entrée et puis continuer mes méfaits. Puis je vais surtout faire un mouvement latéral aussi pour aller chercher ben, des serveurs. Des serveurs pour exfiltrer un maximum d'informations finalement, qui va être ma dernière phase. Serveur de fichiers, serveur de backup, etc., etc. Serveur de applicatif pour faire un maximum, là pour le coup, de dégâts. Donc vous voyez qu'ici, vous avez un schéma assez standard, enfin un schéma d'une attaque assez standard, elle, entre un attaquant qui va faire une reconnaissance, va chercher sur sa cible, va exploiter sa cible de façon complètement furtive, va passer sous les radars. C'est pas les possibilités de passer sous les radars qui sont aujourd'hui euh, peu. C'est quasiment un sport national d'essayer de passer outre un EDR, notamment. Les firewalls, j'en parle pas, c'est potentiellement eux avec leur CVE qui sont des portes d'entrée. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, principalement, et ça c'est important de le garder en tête au regard de ce qu'est un NDR et de la capacité
qu'a un NDR quand on parle de l'analyse de flux réseau, c'est que à travers ce schéma, un NDR va pouvoir capter des signaux de détection, donc des signaux de comportement malveillant, à chacune des flèches rouges présentes sur ce schéma-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans mon déroulé, je vous ai fait une petite flèche rouge, et ben c'est un signaux faible qui va venir s'additionner et qu'on peut capturer avec un NDR. Parce que c'est un signaux, c'est en tout cas une exploitation, une exécution qui est forcément véhiculée via le réseau. Enfin, ce qu'il faut absolument retenir aussi, c'est que quand je dis véhiculer via le réseau, c'est que j'ai parlé de l'évasion d'une solution de sécurité, que ce soit de l'exploitation de vulnérabilité ou du bypass pour du LOL beans, par exemple, sur un EDR. Eh bien, si un attaquant veut pouvoir exécuter les flèches rouges qui sont présentes sur ce schéma, il est obligé de passer via un réseau, via une communication qu'il ne peut pas falsifier, parce que s'il la falsifie, ça veut dire que son message et son objectif, l'action qu'il cherche à réaliser, sa procédure, sa technique, ne pourra pas être réalisée. Donc le réseau, c'est déjà un des premiers arguments au niveau du NDR, c'est que vous voyez qu'ici, eh ben, je n'ai pas un seul moyen de détecter un attaquant, j'en ai plusieurs. Je peux le détecter à différents moments de la procédure, hein. Si je reviens, je vais revenir bêtement en arrière. Hop, je vais revenir bêtement en arrière. Je vais arriver à détecter que mon attaquant, ma cible, elle a cliqué sur le lien et que le lien en fait renvoie vers un C2, une adresse ici de C2, dont j'ai l'œil aussi parce que je sais qu'elle a été utilisée dans une autre attaque. Ben, vous voyez qu'ici, j'ai pu détecter mon attaquant très très tôt, avant même que globalement, il ait établi son tunnel chiffré. Si on joue à la seconde ou dans la temporalité qui est la réelle d'une attaque, là, j'ai pu détecter mon attaquant avant même qu'il établisse son tunnel, avant qu'il puisse faire déjà un minimum de dégâts avec cet potentiel tunnel qui est monté et cette exfiltration qui va avoir lieu derrière. Donc ça, c'est important. Et donc, à chaque fois que vous allez voir une flèche rouge apparaître, c'est un moyen, une capacité de réaction qui est offerte par le NDR. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ce qui est déjà important à savoir, c'est que côté Gatewatcher, en termes de capacité de détection, euh, je vais le dire avec la plus grande des transparences possible, euh, je ne garantirai jamais une couverture 100% de protection. Néanmoins, au regard de ça, la promesse que l'on fait et que vous voyez apparaître sur cet écran-là, c'est que sur toute la kill chain qui est représentée en haut, depuis la reconnaissance jusqu'à l'action sur un objectif, avec une solution de détection NDR par Gatewatcher, l'objectif chez nous est de pouvoir fournir des capacités de détection multiples à chacune des phases et de pouvoir finalement passer en revue ou se donner plusieurs capacités de détection sur une même phase et se dire que finalement, l'attaquant, on va avoir plusieurs moments pour le choper, pour l'attraper, via différentes méthodes de détection, à la fois là, vous avez ici hein, l'intégralité de nos moteurs de détection. L'objectif n'est pas de les multiplier, vous voyez bien. Le travail qu'on fait chez Gatewatcher, c'est d'être capable de, et une nouvelle fois, je reviens sur nos capacités, nos connaissances offensives, c'est d'identifier quels sont les outils utilisés côté offensif, quels sont les moments d'une attaque, donc les exécutions d'une attaque qui sont obligatoires ou qu'on voit le plus souvent revenir, et au regard de ça, de mettre en place des moteurs de détection les plus adaptés pour pouvoir détecter ces pivots ou ces moments d'exécution, ces étapes d'exécution d'une attaque. Et de pouvoir de facto aussi expliquer comment on a fait cette détection-là et pourquoi ça a sonné. Parce qu'il y a une autre notion quand je pense qu'on est en SOC aussi, et on le voit au niveau du NDR, c'est que le NDR, une nouvelle fois, on fait de l'analyse de réseau, de communication, de protocolaire.
ça nous fournit et on met à disposition de nos clients énormément de métadata, c'est-à-dire d'évidence, d'intrusion de ce qui s'est passé sur les flux. Donc, il y a cette notion d'explicabilité. Il faut comprendre réellement ce qu'on a détecté. C'est indispensable. Ensuite, je vais revenir dessus, hein. Si on regarde un petit peu tous ces moteurs-là, les moteurs que vous aviez précédemment ici, couvrent ces cinq grosses catégories de détection. Le plus gros, qui est appelé en anglais Behavior Analytics, donc c'est vraiment tout ce qui va être la détection à base de machine learning, d'intelligence artificielle, qui va notamment donc nous donner la capacité de détecter tout ce qui va être communication avec des serveurs de contrôle, des ransomware, des phishing, le discovery, donc la découverte des réseaux internes, les mouvements latéraux, la exfiltration. Donc vous voyez un large panel, et puis je vous le montrerai après dans la démo, un large panel déjà, grâce à l'AI, et le machine learning, de détecter beaucoup d'étapes clés d'une attaque cyber. Maintenant, chez les Dodgers, on a aussi l'habitude de dire, ça sert à rien d'écraser une mouche avec un éléphant. Il faut savoir utiliser les bons outils au bon moment pour les bonnes finalités. Et c'est pour ça que finalement, on a complété tout ce qui était intelligence artificielle par de la signature, de la détection statique, donc notamment tout ce qui est détection de trafic malveillant connu, parce que les signatures sont connues, parce que la CVE est connue, parce que la technique elle est connue, etc., etc. L'AI aussi il est connu. Eh bien, on fournit aussi ça. Et aujourd'hui, on fournit quasiment 90 000 signatures. Je préconise pas de les installer toutes, mais en tout cas, d'en installer une bonne partie quand même, parce que ça permet voilà, de détecter beaucoup de choses qui sont connues et de pouvoir interagir rapidement dessus. Si je me décale sur la droite, tout le volet malware analysis, donc là, en fait, on a complété notre NDR avec, lorsque le flux n'est pas chiffré, je reviendrai sur cette notion tout à l'heure, lorsque le flux n'est pas chiffré, de pouvoir recompiler en fait les fichiers et de pouvoir les analyser. Alors je vais dire à la volée, c'est pas réellement du temps réel, mais en tout cas, dès qu'on a réussi à reconstituer le fichier, de le faire passer par un certain nombre d'antivirus dont on garde, nous, la connaissance, mais qui permettent de... Aujourd'hui, il y en a plus de 12 antivirus qui permettent de balayer un large spectre je vais dire, de sources d'antivirus. Je ne vais pas parler de menaces, mais en tout cas de sources d'antivirus, pour pas être, je vais dire, affilié à une notion de géopolitique derrière, finalement. D'ailleurs, on n'a pris que des antivirus français, on n'a pris que des antivirus américains. Non, en fait, on a fait on a eu cette volonté d'aller chercher tout un panel d'antivirus qu'on combine et qui donc vont faire sonner aussi des signaux sur des fichiers malveillants qui pourraient transiter sur votre réseau. Enfin, et ça c'est une grosse particularité chez GetWatcher aussi, c'est la notion de payload analysis. Alors payload analysis, c'est surtout la capacité d'aller analyser tout ce qui est shellcode et PowerShell. Donc tout ce qui va être exécution de code à distance, notamment, qu'il soit offusqué ou pas, on va être capable, et puis je pourrais vous faire une petite démonstration aussi tout à l'heure à travers nos infrastructures de simulation, mais on va désoffusquer et on va être capable de restituer le PowerShell, ou en tout cas les commandes qui seront visibles. Et puis on va même aujourd'hui plus loin avec l'assistant GenAI qu'on propose. Il suffit que je pose la question à l'assistant GenAI et l'assistant GenAI est capable de m'expliquer étape par étape à travers le PowerShell qui est passé à travers le réseau. Je vais être capable de comprendre quelles ont été les commandes que l'attaquant a cherché à exécuter sur sa cible. Et enfin, donc le dernier volet, qui est le volet connaissance de la menace, CTI Engines. Donc là, il y a deux approches que vous aviez en bas sur le slide précédent, qui est Active CTI et RetroEnd. Donc Active CTI, c'est l'objectif et son fonctionnement, c'est que sur toute la threat intelligence, donc toute la connaissance qu'on collecte, on identifie et on crée nos IOC. Et ces IOC-là, en fait, on va les décliner en règles de détection pour que vous puissiez être réactif le plus vite possible et puis finalement bénéficier très rapidement de la connaissance de l'écosystème en termes de marqueurs. Parce qu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a certains clients en France qui vont faire alors ça passe par de la mise à jour qui est sécurisée, hein, qui peut passer par un rebond pour pas qu'il y ait d'ouverture à l'extérieur, mais cette mise à jour-là, on a certains clients qui sont capables de la faire quasiment toutes les 5 minutes pour avoir une fraîcheur d'information
importante. Et puis la deuxième approche de l'usage de la CTI, notamment à travers, excusez-moi, RetroHunt, c'est de se dire, ma capacité de détection réseau, elle a aussi une capacité de garder en mémoire un certain volume de métadonnées, un certain niveau d'information, et je vais m'appuyer là-dessus, en fait, sur ces informations historiques, pour voir si, par rapport à un nouvel indicateur, si j'ai pas des traces dans le passé d'une intrusion qui serait liée avec le même indicateur. Donc ça, on va le faire également, on le fait tourner à chaque fois. Voilà, ce qui permet de voir s'il n'y a pas un intrus qui s'appuierait sur une 0D ou chose comme ça, ou une vulnérabilité connue non patchée dans un réseau, qui serait déjà introduit, mais qui n'aurait pas en fait de détonation ou d'exfiltration et qu'on n'aurait donc pas identifié historiquement, et de revenir en fait et de mettre en lumière en fait cet utilisateur-là. Voilà. Donc un large panel de détection, une nouvelle fois, à travers plusieurs moteurs de détection clairement identifiés de notre côté. Si je résume, Sigflow, c'est le moteur de détection qui est basé sur les signatures. Malcore, c'est l'adjonction ou l'addition de moteurs antiviraux. PowerShell Detect, Shellcode Detect, donc ça c'est l'exécution de code malicieux. DGA, donc c'est DGA en fait va détecter les communications entre une machine qui sera infectée et un nom de domaine, notamment malicieux ou potentiellement malicieux. Une nouvelle fois, DGA ne fait pas appel à de la CTI pure. En fait, on va analyser les NX domaines des communications DNS. Et sur cette base de la constitution du domaine, on va pouvoir faire une détection précise. Ransomware Detect, lui, va s'appuyer sur notamment l'analyse du protocole SMB pour tout ce qui est action de lecture, exécution, copie sur des fichiers. Lui, Ransomware Detect, pour votre info, est un moteur de détection semi-supervisé, parce qu'on a l'habitude aussi chez nous de faire quasiment que des moteurs historiquement supervisés. Je reviendrai également dessus. Beacon Detect, en fait, le beaconing, c'est la communication entre une machine infectée et puis un C2, une communication latente pour que l'attaquant garde, j'appelle ça moi le ping, le keep alive de l'attaquant garde en fait un accès sur la machine. Ce qui beacon, il est un petit peu particulier parce que donc il va passer par le tunnel chiffré. Il a de la gig et du padding. Alors la gig, c'est qu'en fait le ping va pas ou le keep alive va pas être régulier. Il va intervenir à différentes séquences de temps. Et puis le padding, c'est-à-dire que l'utilisateur va chercher à le faire passer à travers enfin va générer du faux trafic euh, pseudo-légitime depuis son C2 pour le faire passer à travers et finalement faire que la communication entre la machine infectée et son C2 paraisse totalement légitime. Donc Beacon Detect est lié à ça et NBA est une évolution de ce moteur-là qui est certainement aujourd'hui le plus avancé que vous verrez certainement, enfin en tout cas qui est celui qu'on utilise le plus dans la démonstration, qui permet lui pour le coup d'aller détecter le recon, l'exécution de certaines fonctionnalités de code, le mouvement latéral, l'exfiltration, etc. Je reviendrai là-dessus. Et puis ActiveCTI et RetroHunt, j'en ai déjà parlé, qui sont les deux basés sur la CTI. Euh, j'ai dit que je reviendrai sur deux choses. Algorithme supervisé, non supervisé quand on parle de machine learning. Historiquement, comme je disais, chez GateWatcher, on est principalement sur des algorithmes dits supervisés, c'est-à-dire qu'on a une capacité avec nos partenariats et puis notre historique de pouvoir travailler. On a cette chance-là de pouvoir travailler sur des vraies attaques, hein, sur enfin des attaques qui ont été collectées ou en tout cas de les reproduire aussi de temps en temps. Et de pouvoir fournir des modèles IA dits donc supervisés. Et la le bénéfice de cette approche-là, c'est de dire que l'intégralité des moteurs que vous avez aujourd'hui là sous les yeux fonctionne en mode totalement déconnecté. Parce qu'il y a aussi cette problématique-là. Quand je dis totalement déconnecté, c'est-à-dire totalement air-gap. C'est-à-dire que nous, historiquement, toutes nos implémentations, services critiques, sensibles, etc., une fois que nos solutions sont installées, on ne les voit plus. Elles ne s'appuient pas sur des clouds, qui soient cloud, même GateWatcher, ou cloud public avec des infrastructures que GateWatcher pourrait souscrire chez un AWS, un Azure ou choses comme ça. Non, il y a zéro connexion avec un cloud public.
ou même un cloud GateWatcher. C'est-à-dire que notre solution, nos capacités de détection, toutes celles que vous avez à l'écran, toutes celles que je vous présentais, toutes les behavioral analytics, les signatures, les antiviraux, la CTI, l'analyse de code, tout ceci fonctionne déconnecté. Il n'y a pas de perte de capacité de détection, contrairement à certains autres ou certaines autres solutions de détection, que ce soit déjà dans le NDR, on le voit chez certains de nos concurrents, mais aussi hein, chez des EDR, des choses comme ça. Donc ça, c'est très très important et c'est aussi un choix fort de notre part, parce que derrière ça se cache le fait de dire que quand je fais de l'analyse de flux réseau, si je m'appuie sur un cloud externe, qu'il soit une nouvelle fois GateWatcher implémenté au Maroc ou chez un Azure, un AWS, etc., il y a forcément une partie des flux qui sont analysés pour pouvoir passer à travers des capacités de détection qui s'appuient sur le machine learning. Il y a forcément une partie de ces flux-là qui doit partir et qui va transiter en dehors du système d'information qu'on cherche à protéger. Donc ça, c'est absolument important de l'avoir en tête. J'ai dit qu'il y avait deux choses. La deuxième, c'est la suivante. Aujourd'hui, je pense notamment à deux moteurs comme Beacon Detect et Network Behavior Analytics, donc NBA, sont deux moteurs de détection qui vont donc détecter une communication entre une machine infectée chez un client qu'on cherche à protéger et un C2, un serveur de contrôle qui se trouve sur Internet, donc hors du système d'information. Comme je disais auparavant, quand je vous ai présenté l'attaque, l'attaquant va chercher à passer par un tunnel chiffré de communication entre la machine infectée et son serveur de contrôle. Ces deux moteurs-là sont capables de détecter le beaconing, donc le keep alive entre les machines, comme l'action de reconnaissance, l'exécution, la recherche de discovery sur un réseau, le mouvement latéral, l'exfiltration, sont capables de faire cette détection-là, même si le flux est chiffré. Pourquoi? Parce que, et je pourrais rentrer dans le détail, mais on pourrait y passer des heures, un flux chiffré, aujourd'hui, plus il est chiffré quasiment, j'ai envie de dire, et je voudrais être provocateur, je dirais, plus il est chiffré, plus j'ai d'informations. C'est important à savoir. Pourquoi? Parce que, une nouvelle fois, si l'attaquant veut pouvoir se déplacer, etc., ou même une communication être transmise d'une machine, un switch, un routeur, et une machine, ben, forcément, il y a une partie des trames, ou je veux dire, des protocoles dans leur globalité, il y a une partie des éléments que moi, je vais avoir. Qui appelle qui, pourquoi, par quel protocole, etc. Et ne serait-ce que ça, avec donc du machine learning derrière, on va pouvoir détecter ces menaces-là, même si le trafic est chiffré. Ce qui veut dire que, globalement, si je conclue là-dessus, je n'ai pas besoin de déchiffrer un trafic pour pouvoir faire cette détection-là. Je n'ai pas besoin de vos clés de chiffrement. Vous n'avez pas besoin de saisir et de potentiellement mettre à risque vos clés de chiffrement dans nos solutions. Nous ne déchiffrons pas le trafic et nous n'en avons pas besoin. Voilà. Si je devais résumer, je vais aller très vite sur celui-ci. L'idée, c'est quoi? C'est que finalement, ben, on va pouvoir collecter le trafic est-ouest, nord-sud, donc à la fois le trafic interne comme le trafic qui sort. On va en créer une copie et c'est cette copie qui va passer au crible de nos différents moteurs de détection. Ce qui veut dire que de facto, il y a zéro impact sur la production parce que je fais une copie et je travaille sur la copie. La production garde sa production, garde ses SLA de production sans aucun problème. Et puis, une fois de plus, vous allez voir, c'est un peu la représentation que j'ai faite ici sur ce chaînement-là. Tout ce qui va être rouge, qui est identifié par des moteurs de détection de GateWatcher, mais en fait, on va être capable de les bloquer, ou en tout cas de les détecter, et finalement laisser le collaborateur travailler en toute sérénité. Comment on va faire? Bah, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le NDR, il faut qu'on aille s'implémenter ou implémenter en tout cas des points de capture. Alors, chez GateWatcher, ça s'appelle un GCAP, notamment, mais retenez pas forcément la terminologie dans un premier temps. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le GCAP, c'est quoi? C'est un point de capture, c'est une sonde qui va aller se connecter ou s'interfacer sur vos infrastructures via du AirSpan, vraiment de la copie de trafic, ou potentiellement, selon les infrastructures, on va être amené à mettre en place avant ça des capacités de table pour aller collecter plusieurs segments de réseau, de la visibilité avec des visibility pour faire du filtering, de la performance, etc. Comme je disais en introduction, on a une totale flexibilité par rapport à ça. Ce qu'il faut retenir quand même néanmoins, c'est que selon où on se positionne dans
une infrastructure, on va avoir plus ou moins de visibilité sur ce qui se passe et également de connaissances sur, ou en tout cas de, de connaissances sur les assets, je veux dire, protégés de par les NAT existants, les règles de NAT existants, qui vont masquer potentiellement tout ce qui se cache derrière d'un point de vue réseau pur dans les communications. Mais voilà. Donc vous voyez qu'on va très large, du cloud public, privé, les réseaux sensibles, les réseaux outils, les LAN users, les serveurs, etc. Voilà. Ce qu'il faut bien aussi quand même garder en tête derrière ça, et c'est le premier exercice sur lequel généralement nous on a un accompagnement assez fort, c'est la compréhension de vos infrastructures pour comprendre également ce qui se cache derrière, c'est les matrices de flux. Voilà. Donc ça c'est important. Donc trois choses hein, à retenir. Zéro impact pour la production, parce qu'on va travailler via des taps, des NPB, des virtual taps aussi quand on est dans le cloud, du AirSpan. La diversité de protocoles, euh, j'ai envie de dire, on est capable de tout faire aujourd'hui. Nous, introduire, enfin, demander une couverture d'un nouveau protocole, notamment OT, parce qu'on le fait pas mal en ce moment, c'est pas bien compliqué. On sait le faire. Et puis, ça vous permet de consolider les deux mondes, l'IT et l'OT, au sein d'une même capacité de détection sur les flux chiffrés, à travers une console comme GateWatcher. Et puis, une visibilité globale. Moi, j'ai l'habitude de dire, au-delà de dire on fait de la détection sur les trafics est-ouest, nord-sud, c'est surtout de dire que finalement, je ne peux protéger que ce que je connais. Il y a encore aujourd'hui beaucoup bah, de parties d'infrastructures non connues, soit legacy, soit invisibles pour X ou Y raison, mais qui communiquent toujours sur le réseau. Bah, le NDR va vous mettre ces éléments-là, ces composants-là, ces systèmes-là en visibilité. Et vous allez pouvoir agir dessus. Autre aspect de la visibilité, c'est aussi de se dire qu'à un moment donné, tout à l'heure, je faisais la comparaison avec les EDR qu'on peut bypasser, mais il faut quand même être reconnaissant que ça apporte énormément de capacité de détection, un EDR. Mais malheureusement, un EDR, de par des questions de compatibilité, ne peut pas s'installer sur n'importe quelle typologie d'endpoint. Donc ça, c'est la même chose, ça permet aussi de compléter vos infrastructures de défense existantes. Alors, je disais, chez GetWatcher, on fait de la réponse, effectivement, c'est-à-dire que le bloc réponse chez nous, alors c'est une terminologie qu'on utilise assez régulièrement, qui s'appelle réflexe, d'où cette petite image. Ce qu'il faut surtout retenir, donc j'en ai parlé en propos introductif, je disais, le NDR ne peut pas rester fonctionner tout seul. Il doit s'intégrer dans un écosystème de défense. Et bien, c'est ce composant, ce module réflexe, hein, qui va prendre ce rôle-là pour pouvoir, sur la base de signaux et de détection du NDR, pouvoir venir soit enrichir le NDR ou enrichir même vos composants, vos solutions tierces avec ce que le NDR aurait pu détecter, soit enrichir, soit surtout agir sur ces solutions ou grâce à ces solutions tiers sur globalement, si je reprends mon petit schéma avec mes tuyaux très précédemment, c'est de se dire je complète mes capacités d'analyse avec de la remédiation, que ce soit au niveau principalement du collaborateur, c'est-à-dire que je vais le notifier, je vais lui désactiver son compte, je vais lui désactiver sur une certaine application, etc. Je vais pouvoir aussi travailler grâce à un EDR, je vais pouvoir travailler sur son terminal en tant que tel. Je vais isoler, je vais scanner encore, je vais lancer un scan sur le terminal si le DR ne l'a pas fait. Je vais pouvoir potentiellement éteindre le PC ou le serveur. Euh, En termes de communication, je vais aussi pouvoir notifier mes équipes réseau infra. Je vais pouvoir mettre à jour une règle de firewall de façon tem- temporelle, parce que temporaire, pardon, parce que bah, je veux pas forcément que ça soit toujours le cas, ou en tout cas, mettons pour 24 heures, pour bloquer un domaine, etc., blacklister une adresse IP d'un C2. Tout ça, voilà, c'est la brique réflexe chez nous qui va prendre cette forme-là et qui va nous permettre voilà, d'interagir sur une détection réseau qui, comme vous l'avez vu, hein, est très tôt, va pouvoir faire ce job-là de blocage, de réaction sur une infrastructure. Voilà, globalement, ce que je voulais vous dire d'un point de vue, je veux dire, théorique au niveau du NDR. Ça va de la détection à la réponse aujourd'hui. Cette réponse-là, nous, on l'a voulu globale, totalement intégrée avec l'écosystème existant chez nos clients. Je voulais passer maintenant quand même un petit peu de temps sur vous montrer un petit peu à quoi ressemblent nos interfaces. Je pense que ça peut être intéressant. Hop là,
aller voir maintenant une interface de G-Center chez nous, donc c'est de la console de management chez GateWatcher. Cette console de management, vous avez ici donc l'overview sur laquelle on va afficher le nombre d'assets sur les dernières 24 heures qui ont été identifiés comme critiques. Donc c'est critique, c'est dépassant un certain seuil de risque score, je reviendrai dessus. Les utilisateurs, donc vous voyez que grâce au NDR, on est déjà capable, au-delà de donner une pure visibilité ou une pure vision IP de chaque machine, on va les consolider, on va identifier des assets, on va identifier des utilisateurs. Et puis vous avez dessous, c'est une vue temporelle de ce qui a été détecté, les dernières alertes, etc., etc. Derrière quelques top risques pour savoir ce qui a le plus détecté. Vous êtes ici sur une plateforme de simulation chez nous, hein, c'est pas du tout une, une vue client. Donc les maximum les users, et puis vous voyez que je peux déjà pivoter hein, sur ces utilisateurs-là pour avoir la vue de l'utilisateur. Alors ici j'ai mis enfin vous avez le nom de l'utilisateur, vous pouvez laisser donc des notes, des tags, etc. Et vous avez un résumé des flux qui ont été identifiés enfin des protocoles qui ont été identifiés sur cette machine-là. Et puis vous savez déjà que c'est le moteur Malcore, donc le volet antivirus, hein, qui a sonné. Et puis vous avez ici déjà un début d'information sur ce qui s'est passé. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller directement dans les alertes en tant que telles. Et vous avez ici le détail. Alors, les notes, c'est si vous avez quelqu'un dans votre SOC qui aura déjà fait une partie de l'analyse pourrait ici mettre ce qu'il veut pour informer. Vous avez ici différents tags qui sont laissés à votre guise. Et puis derrière, vous avez un résumé de ce qui a été détecté. Donc depuis quelle IP source, sur quelle machine dans votre réseau ça a sonné, par quel port c'est passé, les différentes MAC adresses, etc. Vous avez tout le marquage MITRE aussi qui est existant. Et puis vous avez tout le détail sur l'alerte en tant que telle. Alors ici on est sur un Malcore, donc je sais qu'ici c'est un fichier, enfin j'ai un SHA-256 d'un fichier potentiellement malveillant. Je pourrais faire un copier-coller dans un virus total par exemple, voire même aujourd'hui nous avec notre assistant cyber. En fait, je pourrais quasiment faire, alors je ne l'ai pas activé là maintenant, mais je pourrais faire un clic droit, j'aurais un petit icône qui s'afficherait ici et je pourrais faire analyse avec Gaia, qui est notre assistant cyber, et puis il pourrait directement utiliser Virus Total de lui-même et vous faire le rapport de Virus Total directement à droite avec 2 clics. Ça, c'est tout l'aide de l'assistant. Et puis vous avez ici le domaine, tout ce qui est observable qu'on a pu récupérer. Donc une vue, je vais dire synthétique de tout ça. Vous allez pouvoir récupérer le malware si vous voulez le détonner dans une sandbox de votre côté en local. Et puis vous avez ici hein, tout le descriptif, tout le détail de tout ce qui a été identifié par rapport à cette alerte-là. Ce qui est important, c'est que si je reviens sur mon utilisateur, euh, ben, il y a aussi la notion de relation. Alors, relation, c'est important. Je ne sais pas si j'ai choisi le bon ici, je vais plus aller par là, voilà. La relation, c'est quoi? Ici, on a graphé, vous avez un graphe de toutes les procédures d'attaque. Moi, j'aime bien présenter celle-ci. C'était une machine qui a été infectée, qui est celle-ci, et puis qui a permis à l'attaquant de pivoter en fait vers des entités en Pologne, en UK, d'aller, comme je le disais tout à l'heure, aller infecter une autre personne dans l'entreprise. Et vous avez ici finalement je vais dire le schéma de l'attaque. Vous avez la visibilité sur tout ce qui s'est passé, depuis où il y a eu une attaque, le phishing est parti, et puis vers où l'attaquant a pu rebondir au sein de l'entreprise. Et puis vous pouvez directement aussi, pas dire pivoter, mais vous avez de nouveau, une fois les informations liées à chacun des nœuds, vous pouvez avoir accès à cette information-là très rapidement pour aller très vite. Je ne sais pas ce que mes collègues ont fait ici, mais bref. Donc voilà, vous avez énormément d'informations et puis vous pouvez directement aussi avoir accès à toutes les alertes qui ont été détectées. Donc c'est très, voilà, assez détaillé. Le volet consolidation par les utilisateurs. Donc là, par utilisateur, donc c'est la même chose, hein. Je sais que cet utilisateur-là, il y avait déjà deux alertes tout à l'heure dessus. Il y avait du Malcore, du Sigflow, donc deux moteurs hein, qui sonnent, d'où un risque score important détecté ici. Et puis une nouvelle fois, j'ai l'intégralité des alertes dessous. Je vous ai fait les utilisateurs, j'aurais pu faire la même chose sur les assets en question. Je vais prendre celui-ci par exemple.
Là, j'ai deux alertes. Celle-ci m'intéresse pour vous montrer la notion de shellcode. Vous voyez que sur le shellcode, je vais même pouvoir vous donner le Xdump du shellcode qui a été joué. Et puis bah, ce shellcode-là, nous, avec Gaia, on est capable pas de le détonner, mais en tout cas, on est capable de le décrypter pour l'analyste niveau 1, niveau 2, savoir ce qui s'est passé. De la même façon que on peut vous donner une visibilité sur voilà, sur le déroulé du shellcode, quelles sont les exécutions en mémoire qui sont cherchées, enfin que l'attaquant cherche à faire, et puis le code en question. Vous voyez on peut aller très très loin sur l'analyse de flux euh, avec un NDR. Et on arrive à un niveau de détail qui est important. Je vais juste passer sur ce mode-là, mais je ne vais pas rester pour vous montrer un petit peu tout le volet vraiment métadata. Vous avez ici tous les métadonnées que l'on fournit. Donc, il y a un certain nombre de dashboards qu'on fournit déjà en avance de phase, mais vous voyez qu'on vous met à disposition, on met à disposition de l'utilisateur l'intégralité des données et des métadatas qu'on a créés pendant la détection par protocole. Euh, Absolument tout. Vous avez ici la relation. Donc ici, c'est les quelques assets qu'on a sur notre plateforme de simulation. Mais si je vous montrais sur un cas client, aujourd'hui, en fait, on va graffer ici, une nouvelle fois, l'intégralité du SI d'un client. Donc ça, voilà. On est capable d'aller jusque-là. Je vais m'appuyer là-dessus enfin, en tout cas, je passerai un peu de temps sur ce volet-là pour la démo. Et puis, enfin, j'espère qu'il m'a bien enregistré. Je voulais vous montrer rapidement aussi le volet réponse. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit, le volet réponse et puis le NDR globalement doit s'intégrer avec un certain nombre de composants de sécurité qui ne sont pas forcément GetWatcher. Et vous voyez ici, il y en a une certaine liste. Alors, ils n'y sont pas tous, très honnêtement. Je ne sais pas ce que mes collègues ont fait sur cette plateforme de simulation. Il y en a un certain nombre. On a globalement les major players du marché. Sachez qu'aujourd'hui, nous, faire une nouvelle intégration, ça nous prend quasiment. Enfin, pour qu'elle arrive dans Gaia, ça nous prend, ouais, on va dire, un mois, grosse maille. Si il y a des Swagger Open API avec Gaia, en 10 minutes, c'est fait. Donc voilà. Tout dépend de la manière dont vous voulez utiliser la réponse. La force de Reflex aujourd'hui, c'est que Reflex va vous permettre de créer des playbooks. Donc on prend un tout simple qui est de l'enrichissement de CTI. Donc vous voyez, c'est juste des blocs qu'on va pouvoir venir créer, enrichir, etc. Créer son playbook comme on le ferait dans un sort, sauf que là, on a largement simplifié la démarche. Et on fournit des playbooks chez nous qu'on a standardisés pour faciliter l'intégration. Et l'outil est d'une flexibilité assez déconcertante pour pouvoir faire ces différents playbooks. Et puis enfin, les différentes instances. Donc là, c'est aujourd'hui, par exemple, j'ai connecté enfin, cette instance de simulation, elle est connectée sur VirusTotal. Donc je peux directement, depuis le fichier Malcore qu'on a vu tout à l'heure, depuis le SHA-256, je peux utiliser ce SHA-256, automatiser, qu'à chaque fois que j'ai une détection Malcore, que j'ai le SHA-256, je l'envoie à VirusTotal et VirusTotal me récupère l'information et me met à jour mes tags dans mon NDR pour savoir si c'est vraiment malicieux ou pas, venir compléter la note, me notifie par mail, etc. Donc tout ça, ça peut être automatisé très très facilement. Je suis connecté, alors l'IS, c'est Last InfoSec, c'est l'historique GetWatcher, donc c'est notre propre CTI, et puis mon GCenter, donc qui va me servir à faire du trigger. Et puis là, c'est s'il y a des actions, notamment, nous on a eu le cas certains cas pardon, clients qui nous disent, bah, moi quand je suis en heure fermée, on a chez nous, notamment le samedi et le dimanche. Je ne veux pas prendre de risque si j'ai tel type de détection avec le NDR GetWatcher. J'utilise mon EDR et je bloque. Je cherche pas, je bloque. C'est pas normal que la machine elle soit allumée parce que c'est le service compta, machin truc. Et ben je vais bloquer forcément je vais forcément bloquer le poste. Je traiterai la menace finalement le lundi. Donc voilà. Donc finalement, vous voyez, très simple. Mes intégrations, mes procédures de remédiation, mes connexions avec mes solutions tiers et mes enfin mes schedule jobs, et mes tâches planifiées sur critères d'engagement. Voilà. Et puis vous avez tout le job history. Alors je sais pas ici, voilà, je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas marché, mais c'est pour des raisons de connectivité de cette plateforme sur l'extérieur, donc je suis pas inquiet. Voilà, donc vous voyez, trois vues, une vue très macro, mais qui permet aujourd'hui déjà d'aller très vite.
Quand on commence à fine-tuner correctement la solution GateWatcher, nous on le voit sur des périmètres qu'on arrive avec des POC, quand on active nos moteurs de détection, très rapidement on passe de 100, 200, 300 alertes grâce au fine-tuning à la fois du trafic qui est collecté, à la fois à la configuration de la détection, on passe de 300, 400 alertes à 3, 4 très rapidement. Donc cette notion de fine-tuning, elle est importante. Elle est facilitée côté GateWatcher par rapport à pas mal de choses, hein, que ce soit sur la partie Sigflow Manager, la configuration des roles, etc. Et puis mais vous allez voir même que si on prend du beaconing, on a été jusqu'à en preset, donc ça c'est sur la base de valeurs que nous on a identifiées chez nos clients, bah, juste avec un slider, en fait, identifier le niveau de sensibilité du moteur en tant que tel. Donc vous n'avez pas de valeur à donner, à saisir, vous allez pouvoir juste, grâce au slider, dire si vous voulez être plutôt sensible, pas sensible, etc. Et puis on vous dit quelles sont les typologies d'informations, les informations standards ou les noms de domaines notamment qu'on va filtrer pour le beaconing. Et puis si vous êtes un peu plus mature ou si vous souhaitez rentrer dans le dur, où vous créez votre propre standard, eh ben, on va vous donner aussi la capacité de configuration. Mais vous voyez, une fois de plus, c'est quatre boutons à cliquer. Et puis ici, le nombre de fois où le client va faire cette connexion avec le domaine inconnu. Donc vous voyez que c'est pas non plus très compliqué. Il ne s'agit pas d'aller jusqu'à connaître une règle, enfin le fondement du moteur. Vous voyez qu'ici, sur la partie ransomware detect, c'est la même chose. Différents niveaux de sensibilité. Donc ça, c'est la même chose, c'est juste du slider. Ce qui est important sur celui-ci, c'est notamment tout ce qui va être l'ignore list. Là, effectivement, il y a un peu de travail pour ajouter des IP internes que vous savez, vous, comme étant légitime qui ne devrait pas sonner. Mais vous voyez qu'une fois de plus, ça reste assez basique. Alors ici, vous avez des données de simulation, donc faut les prendre avec un peu de précaution. Mais ici, vous avez les résultats de l'entraînement. Je vous ai dit tout à l'heure que ce moteur, il est semi-supervisé. Donc en fait, il arrivera supervisé, enfin, il arrivera avec une certaine capacité au regard de ce que nous, on leur a préconfiguré, mais il utilise aussi les échanges SMB qui sont analysés par notre solution pour améliorer son modèle. Et c'est notamment tout le sample que vous avez ici. Donc aujourd'hui, alors nous, quand on le force chez nos clients, en 5 heures, il est opérationnel. Donc vous voyez, on ne parle pas d'une période d'apprentissage d'une semaine, d'un mois. En 5 heures, il est opérationnel. Chez des clients chez lesquels on n'a pas forcé, mais c'était des clients qui généraient beaucoup de flux SMB. Parce que bien sûr, plus vous capturez, plus vous avez un modèle qui va être, je dis pas pertinent, mais en tout cas qui va se construire tout seul plus vite. Sur des clients qui génèrent beaucoup de flux ou qui ont beaucoup de flux SMB, euh, la même chose. On est de l'ordre de la journée sur des valeurs donc de production en fait, de moteur. Voilà. Donc vous voyez des capacités très simples de configuration. Mais les choses PowerShell, ça va être la même chose. Vous voyez, là c'est juste, je, je le désactive, je l'active. Il n'y a pas, il y a, voilà. On a voulu quelque chose en tout cas avec ces évolutions-là, quelque chose de très simple en termes de configuration des politiques de sécurité, parce qu'on sait que ça a un impact très fort sur le filtrage et sur la pertinence des détections. Voilà. Je vois l'heure qui passe. Je voulais passer rapidement. Je vous ai dit que je vous ferai une attaque. Laissez-moi ouvrir mon fichier vite fait. Vous allez voir tout ça. Hop. Donc l'idée de cette attaque-là, c'est de reprendre le schéma que je vous présentais en introduction, hein, ce que j'ai appelé le back to basic, et de vous montrer un peu ce qui va se passer. Alors, hop là. Vous devriez toujours voir mon écran. Donc cette attaque, une nouvelle fois, c'est le back to basic, c'est du grand classique. On est ici sur une Kali Linux, hein, où j'ai mon serveur Cobalt Strike ici, j'ai mon client enfin j'ai cette fenêtre-là qui va me permettre de lancer mon client Cobalt Strike, et puis j'ai deux fenêtres ici là que je vais utiliser pour lancer des commandes sur ma cible. Et j'espère que je vais le faire comme il faut. Euh, Tac, tac, tac. Voilà. Je vais le lancer tourner et puis vous allez voir. Donc globalement, je vais commencer par lancer mon serveur Cobalt Strike. Il est bien lancé, tranquille, j'ai bien commencé, je suis prêt de mon côté. Derrière, je vais essayer de faire déjà un Nmap
sur ma cible, donc qui va être la 88, 191, 62, 253. Et puis de là, je vais commencer à faire pas mal de recherches. Alors déjà, la première recherche, alors je ne vais pas faire ma recherche sur ma cible en particulier, mais vous voyez que c'était juste ici pour vous partager qu'à travers des outils type Shodan, ben, on peut déjà avoir accès, alors je sais plus à quelle date j'ai fait cette vidéo-là, mais on était à 2,4 millions de machines exposées sur Internet avec du remote desktop. Donc du grand, grand classique, un remote desktop exposé sur Internet. Vous voyez ici, j'étais sur un Windows 10, Windows Server 2012, donc j'ai déjà énormément d'informations sur ma cible, euh, très simplement, et c'est accessible à tout le monde. Ok. Donc je vais lancer mon Nmap sur ce côté-là. Là, je vais lancer finalement mon client Cobalt Strike qui va me permettre voilà, de me connecter sur mon serveur. Donc ici, vous avez une interface. Alors je ne sais pas si certains ont l'habitude. Vous avez ici le- l'interface de Cobalt Strike. Je vais d'abord créer mon listener, c'est-à-dire que je vais vraiment créer ma capacité d'écoute de machines infectées. Vous voyez que je le fais bien sur un HTTPS, donc je vais bien utiliser du flux chiffré. Je vais ici bah, rentrer le nom de domaine que je cherche, que je vais utiliser comme étant exposé. Et puis je vais toujours rester, hein, une fois de plus, sur du trafic chiffré. C'est bien, je vais passer entre mon serveur Cobalt Strike et ma cible, et je vais bien être chiffré. Voilà. Euh, Ici, en fait, je vais commencer à créer mon weapon, en fait. Donc, je vais faire passer comme étant du totalement légitime, donc un Chrome setup, une mise à jour Chrome. Allez, gagné. Et puis, je vais passer par le port 443. Donc, et puis, je vais lui donner le fichier à utiliser. Et puis, une fois de plus, hein, je le chiffre, je le masque un maximum pour passer le plus inaperçu possible et sous les radars. Vous voyez ici, j'ai mon fichier. Très bien, je suis prêt, je suis ready. Là, je vais relancer cette fois avec une autre option un peu moins agressive pour que ça aille un peu plus vite. Je vais relancer un Nmap sur la machine et je vais bien vous montrer, hein, ici, j'ai bien un 3389 qui est mon remote desktop qui est ouvert, que je vais pouvoir aller éclater sur ma cible. Donc je sais que ma cible, j'ai bien mon 3389 qui est ouvert. Alors là, je vais utiliser un autre outil euh, qui va être Hydra. En fait, je vais chercher à brute forcer le RDP pour trouver le login et le mot de passe. Alors, vous voyez que j'ai des dictionnaires, c'est un grand classique aussi. Je vais pas me planter d'adresse IP cette fois, et je vais bien rentrer ma cible, et je vais lancer mon Hydra qui va donc chercher à faire du brute force sur la machine. Ensuite, ce que je vais faire, là-dessus, je vais accélérer. Je reviendrai dessus. Vous avez ici, cette fois, on est passé côté défense. Je suis en train de préparer ma défense pour vous montrer ce qu'on est capable de détecter. Je veux m'assurer que j'ai bien toute la visibilité sur la journée. Et là, je vais déjà me permettre de m'arrêter parce que vous voyez qu'à 19h46, ici, j'ai déjà Network Behavior Analytics, j'ai un port scan. C'est-à-dire que rien que là, j'ai pas encore cherché à m'introduire, enfin j'ai cherché à m'introduire sur la machine, mais je n'ai encore rien exécuté en tant que tel sur la machine. Mon NDR a déjà détecté une reconnaissance active, donc un Nmap, sur ma machine cible depuis, depuis l'extérieur. Donc ça, c'est déjà très important à voir. J'ai déjà un premier signal. Bon, par rapport à ça, je vais surtout aussi, à un moment donné, en profiter pour vous montrer toutes les métadatas que je vais pouvoir collecter et qui vont me permettre à compléter la vue que vous avez ici. Ici, c'est une première vue que je m'étais construite au tout début. Et puis, je vais construire petit à petit la vue avec un maximum d'informations. Voilà. Tout ce qu'il y a dessous, c'est des attaques précédentes dont il ne faudra pas tenir compte ici. Vous voyez, déjà, la date n'était pas, enfin, l'heure n'était pas la même. Bon. Je laisse tourner mon Nmap, mon Hydra, pardon, pour mon brute force. Par contre, je sais qu'il va falloir que je me prépare à me connecter en remote desktop sur ma machine. Donc, je vais lancer mon Remina. Et puis, je vais sélectionner ma cible. Donc, c'est juste un remote desktop, hein. Il n'y a pas plus, je veux dire, simple que ça. C'est un grand classique. Ça y est, là, j'ai ouvert ma fenêtre avec mon RDP qui est enfin, ma fenêtre de login mot de passe. Je suis plutôt pas mal. Là, je veux juste m'assurer que j'ai bien un niveau de refresh toutes les 5 secondes pour être sûr que j'ai pas de perte de détection. Et puis, vous allez voir, là, boum. Vous le voyez, enfin, je vais le surligner d'ailleurs. Vous voyez que mon Hydra m'a donné le login et le mot de passe. Alors, bon, certes, c'était simple.
RD admin, c'est pour la simulation, mais globalement, Hydra, avec sur la base des mots de passe et des dictionnaires, va pouvoir vous faire ça. Donc là, vous voyez que j'ai réussi à me connecter sur la machine, hein, et que là, j'ai déjà aussi, je vais faire une petite pause, hop, le RDP scan, qui est déjà détecté aussi par mon NDR. Donc vous voyez que j'ai déjà eu deux occasions de détecter la tentative de compromission sur la machine. À partir de là, je vais faire pas mal de choses. Là, je vais un peu passer, parce que l'objectif n'est pas de vous démontrer exactement comment est-ce qu'on fait une attaque, mais vous allez voir que grâce à via mon client, vous allez voir que dans le graphique, je vais pouvoir venir euh, et je vais voir apparaître ma machine. Une fois que je vais exécuter sur cette machine-là, mon code, mon PowerShell, en fait, qui va venir télécharger sur mon C2 le fichier malicieux, mon payload que j'avais, mon weapon que j'avais préparé auparavant. Et là, vous voyez que sur l'interface de Cobalt Strike, bah, j'ai bien cette première machine que j'ai cherché à compromettre. Là, je vais aller encore plus loin. C'est là où je vais commencer à passer. Euh, je vais aller plus loin, c'est que je vais lister tout ce qui se passe sur cette machine-là. Je vais lister ses configs réseau. Et je vais surtout l'utiliser comme proxy pour aller encore plus loin dans l'entreprise. Et je vais essayer d'aller compromettre une deuxième machine. Ce que je vais faire, c'est que je vais, sur cette machine-là, créer un répertoire partagé. Je ne sais pas si on va le voir ici. Voilà. Et ici, vous voyez que sur cette machine-là, en fait, j'ai utilisé un répertoire partagé qui s'appelle, alors que j'ai monté, qui s'appelle Z, qui va me permettre de, sur ce répertoire partagé-là, de l'utiliser comme étant un répertoire partagé avec une machine tierce à l'intérieur de l'entreprise pour aller, depuis cette machine-là, exécuter sur la machine distante toujours mon code malicieux. Et le pire, c'est que je vais me faire passer, et c'est là où j'ai même pas besoin d'usurper le privilège, c'est que je me fais passer pour l'utilisateur qui est connecté sur cette machine-là. Donc le RD ou RP admin sur lequel je me suis connecté avec lequel je me suis connecté en remote. Donc globalement un utilisateur qui est déjà avec privilège, j'ai même pas besoin de faire l'escalade de privilèges. Donc là, je suis en train de connecter mon listener sur cette machine-là pour donc l'utiliser comme pivot. Toujours, je vais chercher, il va passer sous les radars, je vais utiliser un port 80-80 très simple. Je vais aller encore plus loin, je suis en train de préparer ma machine. Ici, toujours, je vais me faire passer pour du Chrome Setup. Et puis, vous voyez que ici, je vais chercher à exécuter beacon to run. Donc là, je vais run mon psexec. Donc, une commande psexec qui est une commande que vous trouverez sur toutes les machines, que la plus légitime possible, j'ai envie de dire, qui va exécuter en fait le Chrome Setup et qui va faire que ma deuxième machine va se retrouver infectée. Et une fois de plus, je fais là le parallèle, je reviendrai un peu plus longuement là-dessus. Vous voyez que j'ai tout le travail, c'est-à-dire que j'ai le partage de fichiers qui a été activé et je l'ai vu passer. J'ai tout le volet exécution du partage. J'ai toutes les informations. Et vous voyez que j'ai même été compléter mon tableau. Alors c'est là où c'est un petit peu passé, mais j'ai complété mon tableau initial avec un certain nombre d'informations. Le file name, je sais exactement, grâce à mon NDR, malgré que je passe par du flux chiffré, je vois le nom de la payload. C'est Chrome Setup.exe qui a été exécuté. J'ai exactement le PE, etc., etc. Je sais combien Malcore, donc notre moteur de détection, a sonné 13 fois sur 16 moteurs. Donc je sais exactement ce qui s'est passé. Je sais quelle interface, etc., m'a permis de détecter. Et là, vous voyez, boum, ça y est, j'ai infecté déjà deux machines dans le réseau de ma cible. Et je peux une nouvelle fois interagir avec cette machine-là. J'en ai fait que deux. Vous vous doutez bien que suivant comment sont configurés les réseaux d'entreprise, mais j'aurais pu en faire 10. Et vous voyez que sur cette machine-là, une fois de plus, je sais ce que c'est. Je suis capable de lancer des commandes depuis mon Cobalt Strike, donc depuis la distance. Je peux lancer des différentes actions de découverte. Et vous voyez que à travers mon interface, alors j'ai pris le threat hunting, et puis vous voyez ici, je suis en train de continuer à filtrer un peu les informations que je souhaite voir dans ce tableau-là. Donc vous voyez ici, j'ai toute une liste d'informations. Je sais que la criticité, elle est importante pour moi, donc je vais vouloir l'ajouter dans mes colonnes, etc., etc. Et je vais pouvoir compléter comme ça l'intégralité de mes tableaux et des évidences d'intrusion que je souhaite à mettre en place. Donc je vais cleaner à certains moments aussi. Mais vous voyez, j'ai tous mes filtres qui sont visibles en haut, et puis mes colonnes qui vont venir se compléter. Vous voyez ici, par exemple, j'ai notamment, grâce à Sigflow, j'ai l'intégralité du marquage MITRE. Il a été fait automatiquement et je l'ai dans mes tableaux de détection. Ce que je vais faire sur cette machine-là, je vais commencer. Vous voyez ce que j'ai fait ici? Je me suis un peu baladé sur la machine, j'ai continué à interagir, et puis
Je suis parti du principe, mais ça peut être dans ce répertoire-là comme d'un autre, on a l'habitude de partager et de sauvegarder sur notre bureau des dossiers sensibles, des fichiers sensibles, des fichiers sur lesquels on a l'habitude d'aller. Et là, ce qui s'est passé, ce que je simule, c'est que finalement, je vais faire un ls sur le répertoire desktop de l'utilisateur et puis je vais trouver un fichier sensitivedata.txt. Avec le nom, il me fait plaisir celui-là. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais donner, je vais lancer tout bêtement un download de ce fichier-là sur mon C2. Parce qu'en fait, je vais le lancer depuis mon C2, donc je vais downloader le fichier et je vais récupérer le fichier et je vais carrément pouvoir aller. Alors, si j'aime pas les lignes de commande, vous avez ici l'explorateur de fichiers de ma cible, de cette machine qui est en rouge à l'écran. Et donc, vous allez voir que je récupère tout le fichier, tous les éléments accès. Si vous êtes plutôt interface graphique que ligne de commande, avec un Cobalt Strike, vous avez tout. Et c'est juste pour vous montrer comment c'est simple aujourd'hui de faire ces attaques-là. Je suis pas plus intelligent qu'un autre, c'est quelque chose qui est totalement possible. Voilà. Et vous voyez qu'ici, bon, bah, j'ai tous les utilisateurs qui sont connectés sur la machine. Je pourrais en faire des dizaines et des dizaines. Donc ici, je repasse, j'ai un peu switché, c'est pour accélérer. Vous voyez qu'ici, j'ai tout le volet metadata. Je sais que j'ai eu un C2 tracker qui a eu lieu. J'ai tous les payloads, etc. Le Cobalt Strike TCP Agent qui va m'intéresser. Et puis je vais compléter une nouvelle fois comme ça. C'est-à-dire que généralement, on le fait une fois. Nous, ce qu'on préconise, et puis sur le quoi on accompagne, c'est que la vue de threat hunting, donc vraiment d'investigation que vous avez à l'écran qui est basée sur de l'Elasticsearch, nous on la propose preset, préconfiguré avec un certain nombre de tableaux, comme je disais, ou de dashboards tout à l'heure. Là, nous, on est sur un modèle vraiment avancé dans le cadre d'une démo pour vraiment, vous voyez, on a sauvé notre propre dashboard pour vraiment vous montrer l'intégralité des données auxquelles on a accès. Et vous voyez qu'on a déjà tous les niveaux de détection, ce qui s'est passé. Et vous avez vu, hein, c'est pas moi je l'ai pas, comment dire, je l'ai pas saisi moi-même. C'est bien notre moteur de détection qui a détecté que c'était du Cobalt Strike. Je l'ai fait du Cobalt Strike, le moteur de détection, sachez qu'il marche avec du Brute-Ratel, de l'Umpire. Il est agnostique de la technologie d'attaque qui va être utilisée. Donc là, c'est bien notre capacité de détection, GateWatcher, qui a fait cette détection de Cobalt Strike. Donc ça, c'est important. Je vais passer maintenant, je pense que vous avez bien compris qu'en termes de détection, on est plutôt avancé. Je vais passer sur le volet réponse, que vous puissiez voir un petit peu ce à quoi ça donne. Donc, alors, ici, on est sur nos interfaces que je vous montrais, les plus simples. Voilà, vous voyez ici, je vais passer assez rapidement. Vous avez ici notre assistant en cybersécurité, donc qui s'appelle Gaia. Et puis, je suis dans le volet configuration. Donc là, je suis en train de configurer mon outil gCenter, c'est-à-dire de pouvoir interagir entre mon assistant et mon gCenter. Je suis en train de configurer toutes les fonctionnalités auxquelles j'aurai accès. Je vais passer. C'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on va s'interfacer hein, par le biais de nos API côté GetWatcher. Et puis, on va faire la même chose hein, côté Sentinel One, en l'occurrence. Donc là, c'est une machine sur laquelle on avait un agent Sentinel One qui était installé. Donc, la même chose, je vais rentrer mes credentials qui me sont propres et puis je vais me connecter donc, sur mon instance Sentinel-One. Donc vous voyez qu'ici, aujourd'hui, je sais qu'avec GetWatcher, à cette époque-là, il y avait 301 API qui étaient disponibles. Il y en avait 638 qui étaient disponibles sur Sentinel-One, mais vous voyez que je n'ai pas tout activé. J'en ai activé que 4 ou 5. Je n'ai pas voulu tout activer pour des questions de coût, pour des questions de pertinence, parce que je veux aussi montrer qu'on est capable de le faire, parce que dans ces fonctionnalités-là, il faut savoir que dans les API, il y a des capacités destructives en termes de défense, et que c'est aussi ce qu'on donne, nous, en termes de polyvalence de configuration, c'est qu'on peut bloquer ces capacités destructives pour pas que l'assistant cyber, qui est le reste de la GenAI, ne puisse pas les enclencher, ne puisse pas venir exploser vos défenses. Donc là, ce que je montre, c'est qu'il y a tout un volet de contextualisation. Donc vous voyez que j'ai importé l'outil, mais de l'outil, j'en ai aussi créé de la connaissance, de la compétence, de la contextualisation. D'où, quand je demande à Gaïa, il me dit, si, si, il y a un endpoint qui existe, c'est bien le Web API V2 Disconnect, il doit te permettre de faire ça. Donc je vais aller chercher, finalement, petit à petit, je vais aller chercher mon information. Hop là, je vais pas aller revenir trop loin. Je vais revenir ici. Donc voilà, vous voyez que je vais récupérer en fait le endpoint en question. Donc ici, vous avez l'interface Sentinel-One. C'est bien cette machine-là qui est bien online hein, au moment où je fais la démo. Je suis pas connecté, comment dire, je suis pas connecté et je vais, comment dire, lancer aucune action directement via la console Sentinel One sur la machine. Je suis connecté dessus là et puis je vais bien vous montrer hein, que je vais être en train de faire je vais lancer
en fait un ping, vulgaire ping, pour que la machine, elle vous montre que elle est toujours connectée à, à Google, globalement qu'elle a toujours une connectivité Internet, et puis je vais le laisser tourner. Et par contre, je vais passer sur côté Sentinel-One, je vais lui dire que est-ce qu'elle peut me mettre en quarantaine l'agent qui va avec l'adresse IP? Parce que la notion d'agent sous Sentinel-One détermine l'ID de détection, enfin l'ID de l'agent qui est installé sur la machine. Donc moi, j'ai récupéré l'IP par mon NDR, et puis je vais chercher l'ID de l'agent Sentinel-One pour faire ce travail-là. Donc voilà, vous voyez que Gaïa est en train de réfléchir, et Gaïa va mettre un peu plus de temps parce que du coup, elle a un problème d'ID. Ah, elle va nous demander si elle veut chercher un peu plus loin. Elle va faire je vais dire son travail, hein. Elle lui manque l'agent ID. Bon, bah, on va essayer d'aller plus loin. Et ça y est, elle nous a trouvé l'agent ID. C'est le 203 quelque chose. Donc là, je suis bien parti pour arriver à bloquer la bonne machine. Et elle vous dit, hein, I will proceed. Donc là, elle vous explique ce qu'elle est en train de faire et elle vous explique qu'elle va bloquer la machine en question. Et là, vous voyez que cette machine-là, elle est bien passée en disconnect au niveau du statut. Donc c'est bien Gaïa qui a déconnecté la machine en question. Je l'ai fait à travers Gaïa, je pourrais vous le montrer et le réaliser de la même façon à travers Reflex, si vous voulez que ça soit plus orchestré. Là, l'idée avec Gaïa, ce que moi j'ai l'habitude de dire, c'est que Gaïa, c'est vraiment la réponse temps réel. Vous êtes un analyste, un tiers 1, tiers 2, tiers 3, N1, N2, N3 dans votre SOC. Vous avez votre NDR qui va sonner. Vous pouvez directement, depuis Gaïa, engager des actions d'enrichissement, de contextualisation et d'action de remédiation depuis Gaïa. Et puis, le réflexe, c'est le grand R pour moi. C'est celui où vous avez une maturité de procédure de par l'existence de procédures des SLA à répondre, etc. Et puis vous allez pouvoir engager tous ces éléments-là de remédiation, de réponse de façon automatique. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'en ai fini entre la démonstration et mes différents PowerPoint, mes interfaces. Je vais passer aux questions-réponses. J'ai pas eu le temps de voir. Je disais tout à l'heure que j'aurais eu le temps de voir pendant la présentation s'il y en avait. Est-ce qu'il y a des questions et des réponses? J'en vois pas forcément dans le chat. Alors, merci Pierre. On va voir si... Allô, Pierre? Oui, oui, je suis là. OK. Donc, merci déjà pour ta présentation. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez juste lever la main ou bien vous pouvez mettre la question dans le chat et puis Pierre, voilà, pourra répondre à votre question. Soit deux possibilités, vous levez juste la main, on vous donne l'autorisation pour poser votre question directement, ou bien vous avez la possibilité d'écrire, de laisser la question dans le chat ou dans la partie questions-réponses. Et voilà, on pourra lire la question et puis Pierre pourra répondre votre, à votre question. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou bien je pense que Pierre a vraiment bien présenté. Est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous souhaiterez savoir en complément de tout ce que Pierre a dit ou bien revenir sur certains éléments? Alors, est-ce qu'il y a les mains levées déjà? Pas encore. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions à vos niveaux? Bon, je ne vois pas pour le moment de questions. Je ne vois non plus pour le moment aussi de mains levées. J'ai dû être clair. En tout Ah, cas, je j'ai... pense que... Ah, d'accord. Il y a au moins une personne Ah, qui veut poser une question. Alors, on va permettre à Monsieur Amadou, voilà, de parler. Monsieur Amadou, vous pouvez activer votre micro. Monsieur Amadou, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous Super. recevez. On vous reçoit maintenant. Vous pouvez poser OK. votre... Merci beaucoup hein, pour la qualité de la présentation de Pierre par rapport à la solution NDR de GetWatcher. Ce que je voulais juste savoir, c'est la particularité de GetWatcher, de son NDR par rapport à ses concurrents. C'est quoi la particularité principale? Merci.
Il n'y a pas de souci. Alors, la grosse particularité, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, je ne sais pas si vous étiez déjà arrivé ou pas, cette capacité qu'on a aujourd'hui à faire du on-prem à capacité de détection égale, ce qui n'est pas forcément le cas de l'intégralité des solutions. Ça, c'est le premier, enfin des NDR sur le marché. J'aime pas les citer, donc je les citerai pas. Il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont violets. Chacun ses couleurs. Néanmoins, ils ont tous la même approche qui est que pour faire tourner des algorithmes de machine learning aujourd'hui, comme ils s'appuient tous sur des capacités non supervisées, nécessairement il y a besoin pour eux de capacités de compute et de calcul. Nous, c'est pas le cas. Nos moteurs de détection sont principalement, mis à part ransomware, comme je disais, qui est semi-supervisé, sont des algorithmes qui sont supervisés et qu'aujourd'hui, quand je vous présente ce schéma-là, enfin ce schéma-là, cette liste-là de moteurs de détection, si vous me dites, je dois déconnecter complètement votre solution Gatewatcher avec la capacité de la sonde, le manager, et ces deux composants ne sont pas connectés à Internet, je vais vous dire, vous aurez exactement le même slide. Vous aurez exactement les mêmes capacités. Vous prenez, quoi qu'ils en disent, d'autres acteurs, on les connaît très bien, ils vont vous dire qu'ils savent faire la même chose. La réalité, c'est que vous allez oublier tout le volet détection intelligente. Vous allez vous retrouver avec de la signature, ou alors vous allez devoir accepter d'ouvrir un flux entre l'infrastructure que vous protégez et l'infrastructure de la solution tierce de détection de notre concurrent. Pour tout vous dire, nous, il y a des cas où sur des POC, on est plusieurs les uns face aux autres, on analyse tous le même flux, potentiellement, on voit même passer leur flux à eux qui vont vers leur cloud. Donc, il n'y a pas de... C'est factuel. Deuxième élément de différenciation, il est aussi notamment par rapport au volet réponse. Réponse, comme je disais, on a le petit R, le grand R, on a Gaia, on a Reflex, on a donc deux manières, deux approches d'accompagner les clients sur la réponse, sur lesquelles on peut aller très très vite, qui ont leurs avantages, leurs inconvénients, c'est deux approches un petit peu différentes, mais qui aujourd'hui fonctionnent parfaitement en parallèle dans les SOC qu'on accompagne. Mais la plus grosse des différences, elle est un peu, là pour le coup, elle est un peu technique, c'est le volet TCP reset. Alors, TCP Reset va aussi potentiellement avec la présence d'un agent. Nous, on est 100% NDR. Il y a zéro software installé sur un endpoint d'un client. On est 100% passif. Ça aussi, il faut bien le voir. C'est-à-dire qu'un attaquant, globalement, s'il ne connaît pas les deux adresses, enfin, les adresses IP de management, de notre management et de la sonde, il a zéro possibilité de savoir qu'on est là. Donc ça, c'est aussi important. Et donc, le fait qu'on n'ait pas d'agent, nous, pour la réponse, on a fait ce choix-là, donc du petit R, du grand R. D'autres ont fait, d'un point de vue technologique, ont fait le choix notamment du TCP reset. TCP reset, ça va être, nous, on l'a, je vais pas dire banni, mais on n'est absolument pas du tout adepte de cette approche-là. Pourquoi? Parce que le TCP reset, vous êtes confiant enfin, vous êtes convaincu qu'il faut le lancer au moment où l'exfiltration, elle a lieu. L'exfiltration, vous voyez, l'exfiltration, on est là, hein. On est à la fin de l'attaque, hein. Donc, si vous proposez une réponse via TCP Reset, ça veut dire que implicitement, vous acceptez, vous faites le constat que vous n'êtes pas capable de le détecter avant et de le bloquer avant. Donc le TCP Reset, nous, chez nous, on ne le fait pas. On a des capacités de détection qui sont très en amont et qui sont pertinentes et efficaces. Et cette capacité de réponse, notamment à travers Gaia pour le petit R, j'aime pas le petit, mais bon, c'est ce qu'on fait, où vous êtes capable sur un top 10 de détection de tout de suite aller bloquer un endpoint via un EDR, avec juste bloque-moi cet agent ID parce qu'il y a quelque chose, boum, ça va être bloqué. Donc c'est les deux grosses différences, 100% déconnecté, et de l'autre côté, le volet voilà, réponse, où on est très très polyvalent en termes de réponse. Après, le volet détection, je vais vous... mis à part la modalité, la manière dont on fait notre détection, parce que je vous disais qu'on est 100% supervisé ou semi-supervisé, euh, PowerShell Detect, Shellcode Detect sont des moteurs historiques de GateWatcher. Aucun autre concurrent les a sur le marché en propre. Soit il va passer par des solutions tierces, mais ce sont des moteurs de détection qui sont propres à GateWatcher. Voilà.
Donc voilà, j'ai fait voilà, trois gros différenciants. Si on rentrait dans le détail en un contre un, je vais dire ça comme ça. Euh, on pourrait aller plus loin sur des volets de détail sur la qualité des métadatas. On sait que nous, on fournit l'intégralité des métadatas. C'est notre mentalité, c'est notre approche. Il y a certains cas, notamment dans des investigations cyber par de la gendarmerie, des choses comme ça, où c'est généralement c'est la metadata Gatewatcher qui est utilisée parce que c'est la plus complète sur le marché aujourd'hui. Et ça fait partie aussi de la qualité de la qualification par l'ANSSI en France. Cette capacité de mettre l'intégralité des métadatas, ce qui n'est pas le cas pour tous. Nous, on met, je vais dire, l'intégralité des paquets, l'intégralité des informations, on les met à disposition. D'autres vont les consolider pour donner finalement des informations statistiques, mais pas le 100% de la réalité. Voilà. Euh, je vois une petite question. Je voulais savoir les prérequis techniques pour déployer la plateforme GateWatcher. Alors, les prérequis techniques, alors je ne sais pas ce que vous entendez exactement par prérequis technique. Nous, la partie sonde, donc la partie, je vais aller m'appuyer sur mon petit schéma qui est ici. Hop là. Donc la partie collecte sonde, l'étape, on a une certaine, voilà, c'est du hardware ou du virtuel pour aller notamment aussi sur des infrastructures virtualisées. Euh, Aujourd'hui, on balaye très large en termes de capacité. Ça va être plus donc en fonction de vos besoins et du trafic qui va transiter. La même chose pour les sondes hein, virtuelles hardware, ça va dépendre. Il n'y a pas de souci. Et puis, le manager, une nouvelle fois, va être dimensionné. Le manager, on m'a posé la question l'autre jour, je n'avais pas la réponse et je suis allé la chercher. Le manager peut gérer jusqu'à 253 sondes différentes, très exactement. Donc je ne vous fais pas de promesses à plus de 1000 sondes, etc. Je sais que la limite chez nous est à 253 sondes. Je pense qu'avant d'atteindre 253 sondes sur un manager, il faut un gros SI un gros système d'information pour y arriver. Euh, la réaction lorsqu'une anomalie est détectée, donc c'est ce que j'expliquais, on va en fait soit via Gaia, comme j'ai montré dans la vidéo, vous êtes en train de faire votre investigation, vous la cherchez à la contextualiser en demandant à Gaia un certain nombre d'informations, et puis ben, Gaia va vous amener dans l'échange que vous allez avoir avec Gaia, vous allez pouvoir enclencher une remédiation, bloquer un flux sur un firewall, mettre en quarantaine un endpoint, désactiver tel utilisateur ou désactiver telle session, activer le MFA, etc. Tout ça, vous allez pouvoir le faire. Ou alors le grand R via Reflex, en fait, c'est une interconnexion qui est monté en fait entre notre capacité de réponse, qui est à travers le composant réflexe, qui, sur la base de triggers qui sont configurés dans Reflex, donc l'alerte de type Sigflow qui a une sévérité ou un risque score supérieur à 80, va me chercher l'information sur la règle, je veux la comprendre, etc., etc. Malcore, faites-moi, détonne-moi ce fichier-là dans Virus Total, va me chercher l'information, ok, je sais que c'est mal fait, donc cette alerte-là est bien liée à une tentative d'intrusion, alors euh, enclenche-moi la remédiation sur l'endpoint. Donc ça, c'est vraiment pourquoi je dis c'est le grand R, c'est qu'il faut voilà, avoir fait ce travail de construction de la procédure de réponse à travers, alors ce que j'ai entendu moi chez nos partenaires, ce qu'ils appellent des fiches réflexes généralement. Donc c'est vraiment un arbre de décision qui est retranscrit dans Reflex. Donc voilà, les deux modèles. La dernière question que je vois ici maintenant, GetWatcher dans le cas de détection des attaques 0D. Alors déjà, je vais modérer mes propos, mais c'est qu'est-ce que on pourrait parler longtemps de ce que c'est que la notion de 0D. Euh, Typiquement, si je prenais moi l'exemple sur le 0D, euh, c'est c'est la capacité qu'on va avoir notamment avec des volets comme Beacon Detect, NBA. Ça nous est arrivé déjà une fois. Ce sont des moteurs qui, quand on arrive en POC chez les clients, ou quand on est sur une première analyse ou des premiers flux analysés, c'est l'un des moteurs qui va sonner et qui est mauvais signe. Je vais dire mauvais signe, pourquoi? Parce qu'en fait, il est synonyme d'une présence latente d'un intrus. Et vu les clients chez qui on est passé, et ça a été le cas, c'est des clients qui étaient passés par des 0D.
des menaces qui n'étaient pas du tout connues. Il y a, après analyse bien profonde, en détail avec tout ce qui était log de firewall, de SIEM, etc., d'EDR, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de traces dans ces solutions-là de techniques connues ou quoi que ce soit. Donc, déjà rien que ça, c'est pas implicitement, je n'aime pas dire Gatewatcher, ou en tout cas un NDR, détecte une 0D. Non, c'est pas, enfin, une 0D, non. Chez nous, alors, c'est pas notre vocation de faire de la détection de 0D. Il y a des équipes voilà, très compétentes dans le monde qui font de l'analyse et qui trouvent des 0D. Ok, très bien. Nous, on identifie la possibilité de présence de 0D de par les communications entre une machine infectée et l'extérieur. Et on va être capable de mettre à disposition les éléments, des évidences, à travers les métadatas, comme je montrais tout à l'heure, de communication qui tentent à prouver l'existence d'un 0D si le reste de l'analyse avec l'écosystème de défense existant ne mettez pas en exergue des CVE exploités. Enfin, je fais le distinguo entre 0D et CVE, mais des vulnérabilités existantes, etc. Donc, c'est comme ça que moi, je préfère parler de l'identification de 0D plutôt que la détection de 0D. Je trouve que la notion de détection euh, est un peu, voilà, un peu forte ou un peu porte à quiproquo. La notion d'identification est plus véridique à mon sens et va beaucoup plus dans la séquence identification, qualification, réaction, qui sont les trois missions, les trois piliers d'un SOC en fait. Voilà, identifier une menace, qualifier une menace, réagir à une menace. J'espère avoir répondu à la question et aux questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il n'y a plus personne dans le Ouais, je chat. pense que tu as répondu, voilà, Pierre, tu as répondu à des questions. Il y a une question qui vient d'arriver. Alors, ça, c'est Mohamed, voilà. Évidemment, si Bien sûr. euh, vous pouvez toujours contacter Mohamed qui gère la partie très technique de GateWatcher ici de high-tech. Alors, s'il y a d'autres questions encore, on va les prendre. S'il n'y en a pas, euh, dans le chat, je pense qu'on est dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, et moi je vois rien. Je vois rien dans le chat et rien dans les questions. Alors, est-ce que Pierre, tu as répondu à quelle est votre capacité à réduire les faux Euh, positifs par rapport à vos concurrents? ouais, Que alors tu... bah ouais, ouais, c'est une bonne question. Mhm. Alors, les faux positifs, c'est vrai que c'est un long débat sur le NDR, notamment parce qu'on détecte beaucoup. Le faux positif, oui, en fait, il va passer par le volet euh, customisation. Enfin, customisation, paramétrage des moteurs de détection. C'est-à-dire que le nombre de faux positifs aujourd'hui, il faut bien voir qu'il est. Je veux dire qu'il y a il y a trois axes d'amélioration. Je vais sortir de ça. Hop, et je vais revenir sur mon interface. Il y a trois axes aujourd'hui sur lesquels, oui, on est capable d'énormément réduire et d'énormément réduire très vite. Il y a déjà le volet filtrage du trafic qui est collecté et analysé. C'est-à-dire qu'il faut être conscient aussi hein, qu'il y a potentiellement une partie du trafic dont on n'a pas besoin, en fait, parce qu'il ne va pas passer en analyse ou alors il n'est pas pertinent de le détecter. Donc déjà, moins de données en entrée et moins de faux positifs en sortie, c'est assez mathématique, assez basique, mais ça ne fait pas tout. Il y a le deuxième volet de réponse, il y a la notion de configuration des moteurs. Et c'est comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien prendre ransomware parce que du coup il est assez symptomatique. Vous voyez, quand en un clic ici, j'ai changé ma configuration. Donc déjà, je sais que ici, je ne vais pas augmenter
enfin, c'est pas derrière cette notion de sensibilité d'un moteur de détection se cache aussi potentiellement volume de faux positifs que vous pourriez avoir, le volume d'alerte que vous allez avoir à détecter. Donc, si vous le mettez en mode psychopathe et il veut tout détecter, c'est sûr que vous aurez un volume d'alerte plus important. Et dans ce volume d'alerte plus important, il faut potentiellement plus de faux positifs. C'est aussi assez mathématique. Donc après, la question, c'est jusqu'où il faut aller. Donc ça, c'est plutôt aussi, on a fait ça dans une optique de se dire, des SOC ont une certaine capacité d'analyse en tant que temps, en tant qu'humain, en tant que maturité, etc. Donc on voulait pouvoir donner très rapidement cette capacité-là. Et puis après, aussi pour valider les faux positifs, ou virer des faux positifs aussi, c'est cette capacité de faire du whitelisting. Du whitelisting, c'est assez important. Et puis, on a fait de notre côté aussi un élément qui est hyper important et qui permet de réduire grandement Alors, c'est le faux positif en tant que tel. Je vais rentrer sur une alerte en particulier. Et puis, vous allez voir que ici, je vais la clore. Et puis, je vais même la muter. C'est-à-dire qu'il y a une notion de... Alors, clôturer, fermer, c'est vraiment pour avoir à savoir si l'alerte a été traitée ou pas. Muter, l'objectif, il est de dire, bah, je sais que cette alerte-là, c'est un faux positif, je vais la muter. L'alerte reste potentiellement active, c'est-à-dire qu'elle va générer de la détection. Parce que qui dit muter, c'est que potentiellement, il y a une erreur de configuration quelque part. Voilà. Il n'y a pas une erreur de détection, il y a une erreur de configuration sur la solution. Donc le mute va permettre quand même de créer la détection, mais ne viendra pas potentiellement polluer votre affichage, parce que vous voyez que ici, je peux décocher ou je peux afficher que les alertes qui ont été mutées. Donc si je vais sur mon alerte, enfin sur mon tableau global, vous avez ici donc que les alertes qui sont mutées pour les 10 moteurs. Donc il y a très facilement cette notion, cette capacité de filtrage qui apparaît. Alors je sais pas combien je vais passer. Vous voyez qu'ici, quand je fais alors je vais regarder, mettons qu'on travaille que sur les open, vous avez ici le volume. Il y en a un sacré volume. Euh, Si je voulais réduire tout ça, il suffit que je les passe en muté, et puis bah, le volume va implicitement réduire aussi. Et ce volume, cette notion de mute est bien fait au niveau de la règle de détection, de la capacité de la capacité de détection. Et donc, ça va sonner, mais ça ne s'affichera plus c'est-à-dire que dans le pipeline de la détection, si on voit que ça a sonné et que ça a une similarité avec une alerte qui a été mutée, si c'est la même, on ne l'affichera pas, ou en tout cas on va la taguer, et suivant les fils que vous allez utiliser ici, vous ne les verrez pas, donc ça ne viendra pas polluer votre expérience d'investigation. Voilà. Qu'en est-il de la confidentialité des données surveillées par GetToucher? Nous savons tous que les données est le nerf de la guerre aujourd'hui. Je m'arrête là et merci pour votre présentation. Bah, déjà, merci beaucoup. Alors, la confidentialité, nerf de la guerre, euh, bien évidemment pour nous en termes d'évolution de capacité de détection. Il n'y a pas. Je ne me cacherai pas là-dessus. Euh, Néanmoins, on a une éthique, une déontologie, et parce qu'on a cette capacité-là aussi chez GetWatcher, quand je vous disais tout à l'heure que nos moteurs de détection fonctionnent 100% déconnectés, c'est que, et je le répète, si vous achetez une solution GetWatcher, Sonde Manager, vous l'installez sur votre infrastructure, elle fonctionne chez vous, je n'y ai pas accès en tant que GetWatcher. Je n'y ai pas accès. Vous faites vos investigations avec les accords et les partenariats que vous avez avec Hightech, votre partenaire local. C'est Hightech qui peut faire cette intégration-là, Hightech qui peut faire le volet management aussi. Il n'y a pas de, enfin, gestion des alertes, le rôle de MSSP. Mais à aucun moment, un GetWatcher n'aura accès à ces informations-là. Il n'y a pas un moment où l'information va sortir de votre infrastructure. C'est bien la grosse différence avec certains et voire l'intégralité des autres player, nous garantissons l'intégrité et la confidentialité de vos données. C'est aussi pour ça qu'on a été qualifié par l'ANSSI en France. C'est parce qu'on était les premiers à être en capacité de fournir des vraies capacités donc, de détection que vous avez ici à l'écran, qui fonctionnent avec de l'intelligence artificielle, de l'analyse de code, de l'analyse via signature, d'indicateurs de compromission, 100% en ligne. 100% en ligne.
Il y a des astuces pour faire le volet update, notamment de la CTI par exemple, update des signatures, mais tout ça, ça a été pris en compte dans les infrastructures et dans les prérequis de notre solution, et ça peut passer par un bastion qui met vraiment, vient déconnecter une nouvelle fois, hein, toujours notre solution d'Internet. Elle fonctionne en standalone chez vous et la confidentialité, l'intégrité des données est 100% garantie. Ça, c'est totalement possible aussi. On a aujourd'hui une grosse partie de notre, enfin, si c'est pas 100% de notre business historique qui est comme ça. Voilà. Voilà, merci Pierre. Je pense que tu as Bonjour Ouais, tout le pratiquement touché monde. toutes les... ouais, Bonjour Tammy. je fais le pricing vite fait. Le pricing chez nous, il est. Bah non, tiens, Tammy, vas-y, c'est pour toi. Alors, ok, T'as un autre rebonjour tout honneur. le monde. Je suis Tamid Rissi, responsable commercial de GetWatcher en Afrique. Donc, je viens souvent dans la région, notamment en Côte d'Ivoire. Je serai là à la fin du mois avec notre cher partenaire high-tech. Donc, en termes en fait de pricing, il y a deux points qui sont importants. C'est la partie hardware et la partie licence euh, adresse IP. Donc, la partie hardware, on va la dimensionner selon le trafic qu'on va, qu'on va traiter. En général, ça va de 4 gigas jusqu'à du 40 gigas, voire plus. Ça, on va dimensionner les machines. Après, il y a la partie licensing. Et là, c'est tout dépend le nombre d'assets que le client a. Euh, les assets, c'est quoi? Ce sont les endpoints, les serveurs, les routeurs, switch, firewall, etc. Donc, une fois on a ces éléments-là, on va déterminer le nombre d'adresses IP. Et c'est là, effectivement, on va associer ça à une licence qui peut être de 1 an, de 3 ans, de 5 ans. Tout dépend de ce que le client souhaite avoir comme durée de licence. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, effectivement, merci Tammy. Ah, Voilà. d'accord, Et je pense qu'on est en train de tirer déjà, en train d'aller à la fin de notre session. Est-ce d'accord. qu'il y a une autre question encore? On peut prendre une ou deux personnes s'il y a encore des questions. Alors, je pense que Pierre a quand même fait un tour de toutes les questions qui ont été mises dans le chat. Et il n'y a pas aussi des questions directement. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, je pense qu'il n'y en a pas. Y a-t-il un certificat user? Alors, Pierre, il y a Monsieur Yves qui demande est-ce qu'il y a un certificat, une certification pour les end Oui, il y a un users? problème de channel, ouais. Ouais. En Tout à fait. fait, en, en fait, tous les projets qu'on a réalisés, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, il y a une formation qui est proposée. C'est une formation, il y a deux niveaux. Il y a un niveau, on va dire, de prise en main et un niveau avancé. En général, c'est des formations certifiantes. Pour chaque projet, la formation, elle est de l'ordre de 6 personnes. Et en général, elle est accompagnée avec tout projet qu'on a réalisé euh, en fait, dans notre région. Super. Alors, super. Alors, voilà. Je pense qu'il n'y a plus de questions. On a quand même épuisé pas mal de questions. D'accord. On va essayer de faire un petit tour euh, pour, voilà, pour tirer les conclusions de notre Cyber Wednesday du jour. Alors, donc, Pierre pourra dire quelque chose, Tammy aussi, et puis Roméo, qui gère la marque au niveau de la high-tech. Donc, Pierre, est-ce que tu... Bah, merci beaucoup pour l'accueil à tous. J'espère que je vous ai bien présenté et que vous avez bien compris les particularités de GetWatcher, la force et le fait que le NDR soit vraiment mandatory dans un SOC. Alors, mandatory dans un SOC, pas un outil supplémentaire, c'est surtout qu'il apporte des capacités de détection supplémentaires, ne serait-ce qu'au regard des schémas d'attaque que je vous ai partagés, et que certains outils, quoi- euh, même s'ils sont très pertinents et très qualitatifs, hein, j'ai pas de questions là-dessus, sont en retard potentiellement par rapport à une attaque, ou en tout cas par rapport au cheminement d'un attaque.
et que tout ça, bah, le NDR vient vraiment compléter ces capacités-là avec une énorme visibilité sur ce qui s'est passé, sur ce qui va potentiellement se passer, ou en tout cas, voilà, tous ces éléments-là. Merci beaucoup à tous. Merci, merci Pierre. Tami, tu veux dire quelque Alors, chose? alors, en fait, moi, en ce qui me concerne, surtout par rapport à notre région où je travaille il y a pas mal d'années, plus de 20 ans dans la région par rapport à la partie cybersécurité, sachez qu'aujourd'hui, un NDR, ce n'est plus un luxe, ça devient vraiment une brique très importante pour la cybersécurité, en même titre qu'un firewall, qu'un WAF ou qu'un EDR, parce que ça apporte énormément de choses et c'est complètement, on va dire, complémentaire par rapport à ce que vous avez déjà sur place. Ça permet effectivement de combler le vide qu'on peut retrouver sur des solutions périmétriques telles que le firewall, etc., où où leur utilité est très importante, mais ils représentent quelques vides et le NDR complète complètement cette partie-là. Donc sachez que GetWatcher, avec l'équipe, on reste à votre disposition pour vous accompagner. On vient souvent dans la région. Comme je vous ai dit, je serai la semaine prochaine, enfin à la fin de la semaine, Côte d'Ivoire. Si vous souhaitez qu'effectivement qu'on vienne vous voir et vous présenter en fait, la solution par rapport à votre environnement, n'hésitez pas à le faire savoir en fait, à iTech et ce sera un grand plaisir de vous rencontrer. Merci, merci Et Tami. je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous portez à la solution GetWatcher. Merci, merci Tami. Alors, Roméo? Ok, donc je vais juste emboîter le pas à Tammy. Donc on se tient à votre disposition pour vous accompagner, mentionner, pour cadrer exactement et fixer, voir exactement la faisabilité ou l'installation de la solution GetWatcher dans votre système d'information. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas de sécurité à 100% zéro. Il y a toujours, le plus important, c'est de maximiser au maximum ou minimiser au maximum le risque de sécurité, le but de sécurité qu'on pourrait avoir dans notre système d'information. Donc, on se tient à votre disposition, à votre disposition, bien sûr, et puis on est prêt à vous accompagner aussi pour vos projets, donc n'hésitez pas. On va prendre la peine de vous contacter après ce webinaire pour un petit suivi et puis on pourra discuter de façon convenable. Donc, merci beaucoup pour votre participation au projet. Merci. Bonne journée. Alors, merci Roméo. Merci à tout le monde. Merci à tous nos participants, ainsi que aussi à nos speakers. Alors, à la fin de cette session, on va vous envoyer un mail récap de notre Cyber Wednesday dans lequel il y aura l'enregistrement, le lien. Donc, vous pouvez revenir sur la formation, sur ce que Pierre a dit tout au long de cette présentation. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez des questions, vous pouvez rebondir au mail et on vous laissera aussi les contacts de Roméo et de Lionel à l'intérieur de ce mail-là, des personnes que vous pouvez contacter directement. Si vous avez voilà, vous voulez calibrer des informations, des sujets que vous voulez savoir plus en ce qui concerne le NDR, pardon, avec GitWatcher. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions directement à répondre, on vous enverra le mail et on espère que d'ici là, si vous avez des projets, vous voulez structurer quelque chose, voilà, ils pourront vous accompagner, bien sûr, avec l'équipe de GitWatcher directement sur ces projets-là. Donc, n'hésitez pas. Et puis, passez vraiment une excellente journée. On se donne rendez-vous certainement mercredi prochain pour de nouvelles thématiques. D'ici là, portez-vous bien et merci à tous nos speakers voilà, qui ont donné leur temps pour présenter. Merci Pierre, merci Tammy, ainsi que Roméo et Jean-Tutier. Donc, très bonne Merci à journée vous à vous. tous.